France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. La liberté d'expression a son rendez-vous au quotidien sur France Maghreb 2 et en live sur la page Facebook. Christophe, le Grand Forum, la page de référence maintenant, pas que pour l'émission, parce qu'il y a le Grand Forum, mais pas que. Hier soir, nous étions encore place de la Concorde où les policiers étaient en colère. Ils le sont d'ailleurs en ce moment, encore de nouveau ce soir. Et Bouriaki, ici présent, y était, bien entendu. On sent qu'il cherche à redorer son blason, l'ami Bouriaki, en se rapprochant de la police nationale. Bonjour Philippe. Bonjour, il faut comprendre le père de famille que je suis. Premièrement, j'attends toujours ma naturalisation, donc j'essaie de me faire discret. Deuxièmement, je suis siglé France Maghreb 2, donc je comprends qu'à un moment donné, dans ces temps qui courent, où le Front National est déjà prévu au deuxième tour, j'ai peur. C'est une Et troisièmement, j'ai 2-3 PV qu'il faut que je négocie. Donc, d'accord. Je collabore. Vous comprenez comment ça se passe ? Voilà, vous avez, parce que nous ici on a l'avantage de parler vrai, parler authentique. Vous voyez, on fait pas semblant. Bon, aujourd'hui pour nous accompagner également, il a une grande gueule dans son style. Gamal Abina, salut Gamal. Salut les amis. Comment ça va? Bon, pour l'instant comme ça, vous voyez comme ça, il est doux comme un agneau pour l'instant, mais il suffit juste de passer la vitesse, la première et c'est parti Gamal Abina. Il est très très vite enclenché. Alors jusque 18h, nous aurons deux invités puisque vous le savez, nous sommes dans la dernière semaine de campagne de ce deuxième tour de l'élection municipale de dimanche prochain. Cela concerne environ 6000 communes en France. Nous serons au Kremlin-Bicêtre dans un instant avec le maire sortant, monsieur Jean-Marc Nicole, qui se représente. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Et puis à 17h30, on sera du côté de Champigny-sur-Marne, où là aussi, le maire sortant serait peut-être en difficulté. Christian Fautré sera avec nous tout à l'heure pour nous donner les derniers arguments pour tenter de convaincre vous qui nous écoutez du côté de Champigny-sur-Marne. Sinon, à 17h, on parlera de quelques sujets qui font l'actualité aujourd'hui, notamment Traoré, la fresque qui fait polémique. On est du côté Stein. C'est une peinture murale qui, visiblement, a provoqué la colère, notamment du préfet qui demande des modifications. Vous vous rendez compte? Eh bien, elle se retrouve, cette fresque, au cœur des tensions. On fera le point tout à l'heure. Frère Cédric Chouviat, les révélations accablantes contre la police concernant l'interpellation de 22 secondes où il aurait répété à 7 reprises « J'étouffe, 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 j'étouffe ». Cédric Chouviat, révélation de Mediapart et du Monde. Macron a dénoncé à l'occasion de la visite du président tunisien hier en visite de travail à Paris, Kais Saied, il a dénoncé le jeu dangereux de la Turquie en Libye. Et puis, dans la série Le Dîner de cons, eh bien, la chef Sibeth Ndiaye est la porte-parole du gouvernement avec ses nouvelles déclarations. On fera le point tout à l'heure. Tout un programme, donc, pour vous emmener tranquillement jusque les 18h, sans oublier, mon cher Gamal, il ne l'a peut-être pas encore entendu, il s'appelle La Belle Histoire, c'est un auditeur qui nous suit, un spectateur, que dis-je, qui nous suit et écoute attentivement ce qui se produit, ce qui se passe, ce que l'on dit durant cette émission. Et il en fait une synthèse à sa sauce, un peu humoristique, mais fracassante. Tout à l'heure, en fin d'émission, La Belle Histoire nous fera la synthèse de l'émission à ne pas louper, les amis. Sans oublier le quiz, évidemment. Mais pour l'heure, je dis bonjour également à DJ Nabil. Comment ça va, Nabil? Nickel, mon ami. Impeccable. Avec quelques questions en rapport avec le 23 juin. Nous sommes le 23 juin, il fait chaud. Attends. Juste avant de commencer, comment ça taille? Drissayat, il dit Gamal, ta chevelure est négligée. Et Nadia vient à sa rescousse, la présidente du fan club de Gamal Abina, je tiens à le dire. Mais ça lui donne tout un charme. Oh là. Ah ouais. Non, mais Gamal, quand il est là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur Facebook en live, les amis. Regardez. Le beau gosse Gamal Abina. Il fait encore jeune. Hein. Il fait encore jeune. Hein. Il est jeune. Bon, allez. C'est parti, mes amis. Je vous souhaite bonne chance. Un film turc. Oui, c'est ça. Allez, on voit le bousin, on voit les questions. Qui est élu président de l'Égypte en 1956? Nasser. Oui, bravo. Non, c'est Gamal qui l'a eu. C'est Gamal. C'est Nabil, c'est moi, Nabil. Ah, c'est toi? Non, ça ne peut pas être Nabil. C'est mon nom, Nasser. Attends. C'est moi qui l'ai dit, non? Non, tu l'as dit en deuxième, je t'assure. Fais confiance à mon ouïe. Je peux te dire que c'était Nabil qui était avant Nasser. Je connais l'histoire par cœur. Voilà, c'est ça. Non, c'est Nabil. Je t'accorde, Nabil, il n'y a pas de problème. Merci. Ouverture à Paris, messieurs. Ouverture à Paris d'un musée en 2006. Lequel? Où? Le Branly. Le quoi? Le Quai Branly. Le Quai Branly est une excellente réponse, monsieur Gamal Abina. Bravo. Par qui il a été inauguré? Jacques Chirac. Jacques Chirac.
Oui, je me rappelle très C'est le bien. musée des arts premiers maintenant. Il s'appelle comme ça, pour être précis. Et il Je est cherche à magnifique. présent un écrivain, mais aussi poète, parolier, chanteur et musicien de jazz, mais aussi accessoirement Nougaro. trompettiste, non, français. Il est mort en 1959. De qui Oula. s'agit-il? Oula. Petit indice, j'irai cracher sur vos tombes. Ah oui, c'est pas Gainsbourg, c'est. Non. C'est Ah, c'est l'autre là. Comment il s'appelle? Bah, Ah je non, sais pas, je cherche. Non. Allez-y les auditeurs, vous pouvez répondre. Hein. Est-ce qu'ils sont nuls? Qu'est-ce que je vous dise? Absolument. Un écrivain, un poète, parolier, chanteur et musicien de jazz, trompettiste français, mort en 1959, le 23 juin. C'est. J'irai cracher je sais sur vos qui fait. tombes. Bah oui. Il a fait Boris Vian. Voilà, exactement. Bonne réponse. Merci. Le gamin N'importe Nabila. quoi, Bravo. Boris Vian, c'est une station de métro. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur Brick? Il a écrit L'écume des jours, qui est un poème incroyable de spleen. Enfin, un bouquin sur le spleen. C'est lui qui a fait le déserteur? L'écume des jours. Absolument. Céline. Le déserteur, vous vous rappelez? Il était loin, il a dit Céline. Céline Bory? Non, Céline. Ouais, il pense à Ferdinand Céline. Non, il a fait l'écume des jours, c'est magnifique. Faut lire. Je cherche un ancien footballeur international français né en 72. Zidane. Quoi? Zidane. est une bonne réponse, Nabil. Ah ouais, mais là, t'as vu les questions. Bon anniversaire, attends, Zinedine. Il a posé des questions section Cotorep, la cousin. Un peu de respect pour les Avec sections tout le culturelles, respect. s'il te plaît. Ouais, avec tous les respects que j'ai pour les sélections Cotorep. Je cherche encore un ancien footballeur international français cette fois-ci. Bah là aussi. bien entendu. Platini. Non. Français comme Zidane, bien entendu. Mais cette fois-ci, lui, il est né à Dakar. Benzema. Dakar. En 1976. Quoi? Diouf Non. Dakar, non, c'est India. Indice, on a beaucoup parlé de lui en 2010. Camara. Non. Je connais pas. Non, c'est musulman. Mbappé. Non. Mbappé. Non, pas Mbappé. Non. Il était au cœur Il a un été peu de... retiré de l'équipe de France. Vira. Oui, Nabil. Patrick Vieira. Il Il était au cœur de ce qui s'est passé à l'Aïsna, vous vous souvenez, en Afrique du Sud. Eh oui. Ouais. Il est bon, le Nabil. Attention, je cherche à Ah, présent mais un le foot, chanteur de reggae ivoirien. Si vous me le trouvez, celui-là, je vous Papa accorde Blondy. 3 points. Non. Ivoirien, né en 68. Ivoirien. Ouais, ivoirien. Tiken Japakoli. Oh là là, magnifique, Gamal Amina, bravo. Ah, bon. Alors là, je dis bravo. Là, il fallait la trouver, celle-là. Franchement, bravo. Bon, après, c'est facile, j'ai travaillé pour lui. J'ai Quoi travaillé pour lui, donc c'est facile. Ah ouais, mais attends, tu vois. J'ai Ouais, fait mais ses t-shirts. Ah ouais? Ouais, j'ai fait une série de t-shirts pour lui. Quand est-ce que tu nous fais des t-shirts du Grand Forum à offrir aux auditeurs? Très prochainement. Avec une Ah, image Philippe, un peu qu'est-ce que t'en sympa. penses? On pourra offrir des t-shirts aux auditeurs du Grand Forum. Je sais pas, faudrait appeler Monsieur Mamie quand même. Hein, Non, ne vous inquiétez pas, on prend tout en charge. Enlevez les oursins des poches, Monsieur Mamie. Non, on prend tout en charge. Ah, d'accord, ok. Tu sais, à un moment, il faut être indépendant. Tu sais, Ah. quand tu es enfant, les parents sont là pour t'aider, t'orienter, te guider, t'éduquer. Mais quand tu deviens adulte, et quand même ça fait un petit moment qu'on l'est, il faut qu'on arrive à voler de nos propres ailes. Tel un oiseau qui sort de son nid. Ouh, Eh oui. ça sent l'émancipation. Alors là, Ça- tu as ah une bah, correction. Et faites gaffe, hein, quand ça s'émancipe, attention, ça peut aller loin, les amis. Moi, Voilà. je serai d'accord. Je serai d'accord. Monsieur Mamie, je suis disponible hein, du lundi au vendredi, 16h à 18h. Oh, le traître. Oh, le traître. Bon, allez, on se fait un peu de pub et dans un instant, on va essayer. Attends, C'est soit quoi peu les- d'être sérieux. C'était quoi les résultats? Ah, Peut-être quoi? Ah, j'en non, sais rien, mais- moi. Fallait faire Ah, des comptes. Hein. Gamal, je crois, il en a un. Philippe, il en a deux. non, Toi, plus, t'as tout le reste. Non, j'ai zéro, moi. Plus là. J'ai zéro, j'ai rien marqué, je me suis fait éclater aujourd'hui. Ouais. Bon, bah, c'est Nabil qui Tiken a gagné. Japakoli, Musée Branly, je sais pas, il y a du monde derrière. hein. Oui, bah, Bon, Rick et sinon, Branly. c'est quoi Attends, on fait le récupératif. Nasser, c'est Nabil. Ouais. Le Non, Quai mais Branly, c'est c'est pas Gamal. C'est moi. Christophe, il y a Oui. 3-0. C'est simple. Quoi, il y a 3-0? Non, Nasser, moi j'ai trouvé Nasser, Zidane et Vieira. Ça fait 3. Et lui, il a trouvé c'est 3. trois. Il y avait 6 questions. Bah, 3-3 alors. 3 pour Gamal, 3 3-3, pour 3-3. toi. Égalité Ah, parfaite. Eh bien, rendez-vous tout à l'heure pour la revanche, les amis, pour le quiz en fin d'émission. Un quiz en rapport à l'actualité. Et Dieu sait qu'elle est chargée, les amis. Bon, on se fait un peu de pub. On va dire bonjour à nos amis sur Facebook en live, là. Christophe Le Forum. Coucou, les amis. je peux en profiter pour proposer à nos annonceurs et aux amis qui nous suivent, pendant qu'on fait de la pub à la radio, on peut vous faire de la pub sur Ah, bah, Facebook. évidemment. Ouais. Les popoches, elles sont vides. Hein. Faut y aller, les amis. Allez, à tout de suite. Juste après la pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.
Dans un instant, on sera au Kremlin-Bicêtre, les amis, avec le maire sortant, Jean-Marc Nicole, qui se présente évidemment à sa propre succession. Un petit tour des commentaires du fan club de Gamal Abina, Philippe. Comment ça se passe? Non, mais c'est un truc de fou. Non, c'est horrible. Horrible. Bah, les gens, voilà. Myriam Chalabi. Bravo, Gamal. C'est pas possible. Il les paye ou quoi? Miloud, Bibi. Ah ouais, ça, c'était pour le foot. Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit? Waouh, c'est la chaleur qui vous a tapé sur la tête, lol. Ah ouais. Ah, parce que ça s'est chambré avec d'autres. Ah oui, ah oui. C'est ça. Ah, j'ai pas suivi. Donc tu provoques du chambrage, mon cher Gamal. Mais ouais, Mylène Farmer. C'est pas si loin. Miloud, il taille. Ah, ils sont bons. Bon, tant que vous vous taillez avec respect et gentillesse. Je m'en fous, moi, j'ai Sophie Marie-Martine Brusini. Ah voilà, rajoute encore un nom de plus. Hein. Merci pour ton live d'hier soir, Philippe. Écoutez, merci, Philippe. Je crois que c'est toute l'équipe qu'il faut remercier. C'est toute l'équipe. Je ne suis qu'un maillon de cette équipe. Voilà. Et en plus, il est humble. Non, mais c'est sérieux. C'est la vérité. Je ne suis qu'un maillon. Tu l'as vu avec les flics hier, Gamal? Non, j'ai raté, mais j'ai regardé. Ah, je me suis prosterné. Je poste les vidéos, donc je regarde. Ah, il s'est prosterné. Hein. Ah, il s'est couché. Hein. Ah, il a fighté? Ah, si, non, il a été. C'est fou. Non, je ne me suis pas fighté. T'es malade ou quoi? Ah, non. Il y avait 300 flics avec des menottes, des matraques et des brassards. De quoi, moi? Il paraît qu'ils veulent faire la grève. Ils veulent faire la grève du PV, paraît-il. Ouais, je crois que c'est le syndicat Alliance. J'ai appelé. Attends, PV et interpellation. Ah, c'est super ça. J'ai grillé tous les feux appareils hier. Je m'en foutais. Bon, alors allez-y, commentez. La belle histoire qu'on salue, qui doit être certainement en train de nous écouter. Notez les mots-clés. Tu vas voir, Gamal, tu vas kiffer. Il a un message à passer. Oh, la belle histoire, elle a dit j'ai un message à passer. Elle a un message à passer? La belle histoire. Oui. Non, mais la belle histoire, c'est une histoire, tu vois, féminin. Elle vient d'être jaloux. Regarde, Anna, d'où elle sort, elle aussi. Mais c'est un truc de fou. Le mec est Gamalipa, je te jure, il a un fan club de dingue. Mais je le vois, regarde, on expose tous les records, là. On est à 2700 personnes connectées en même temps. Ah ouais. Partagez. Non, mais ce qu'il vous dit, Philippe, c'est très important, les amis. Partagez. C'est absolument essentiel que votre émission, parce que c'est la vôtre, le Grand Forum, soit partagée sur tous vos Facebook, que ce soit dans tous les groupes aussi. Si vous connaissez des groupes, voilà, vous partagez dans les groupes. Comme ça, voilà, on se fait un écho terrible. Et il faut que cette liberté d'expression puisse perdurer. Et elle perdurera grâce à vous, grâce à vos efforts. Donc, n'hésitez pas, les amis. Continuez de partager. On compte sur vous. Et on vous remercie d'ailleurs, parce que vous faites bien le boulot pour nous. La bonne pub, c'est très important. Et vous avez votre place à prendre tout à l'heure, évidemment, au 01 40 33 9000 si vous souhaitez nous appeler. C'est le numéro de téléphone de la radio de France Maghreb 2. Et bien entendu, vous pourrez commenter avec nous l'actualité. Alors, demain, il n'y a pas d'émission demain, parce que je vais me reposer un petit peu demain. Voilà. Je vous cache pas que j'ai des trucs à faire. Voilà. Jeudi, par contre, on sera là avec 3 invités. Vendredi aussi. Enfin voilà, il y a du monde, il y a du lourd, les amis. Il y a du lourd. Il y aura Soraya Rachidi. Oh, je la kiffe, Soraya. Jeudi, entre 16h et 18h, avec Rudy Kazi. Cette émission. On va avoir bientôt comme sponsor. J'allais dire un nom, mais ça fait bagarre. Non, pas de sponsor pour l'instant. Il a dit, t'as vu comment il a dit, je la kiffe? Je la kiffe, Soraya. C'est ma petite chouchoute, Soraya. Bah oui, attends, elle est adorable. Hein, qui ne trouve pas adorable, Soraya? Après, moi, j'ai le cap. Voilà, il est incapable, Gamal. Voilà, et pourtant, il est dur, Gamal, des fois, tu vois. Mais bon. Mais pas avec. Voilà, c'est ça. Bon, sinon, ça va, mon Gamal, les activités, tout ça, ça reprend, l'économie va bien? Ouais, c'est bien démarré, vraiment. Ah ouais? Il y a du taf. Ouais, il y a beaucoup de travail. Mais les gens ont commandé massivement. Hein. Ça a redémarré très fort, hein, contrairement à l'idée reçue. Ils sont en train d'en taper le retard, hein, clairement. Bon, est-ce que tu as vu la dernière déclaration du Conseil scientifique? Oui, c'est ridicule. Ils sont en train de nous annoncer un retour de. Ah non, mais ils ont fait carrément. Même Didier Raoult n'exclut pas une deuxième vague. Il a changé. Moi, la question que je me pose, c'est qui le paye pour dire ça maintenant? Qui le paye pour dire ça? Bon, en tout cas, pas nous, parce qu'on n'a pas été lui envoyer des messages à son collaborateur. Monsieur Raoult, si vous nous écoutez, voilà, je ne donnerai pas le nom de votre collaborateur, mais Yanis, il répond pas aux messages. Au moins, dites non. Dites non à nos propositions, parce que pour BFM, vous êtes le premier à y aller, on vous défonce juste après. D'ailleurs, c'est du masochisme. Il y va, il le tape. Venez, on va faire pareil, nous, en mieux. Hein. On va vous taper à la balle. Ah ouais. Ah, pub. L'assistant, là, il déconne. Hein. Il va se faire virer. Hein.
Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour, les amis, en direct à la radio sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Le Grand Forum avec Kamal Abina aujourd'hui, avec Philippe Bouriaki. Et vous, chers amis auditeurs, vous qui nous suivez sur Facebook en live, Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2, n'hésitez pas à partager. On compte sur vous pour partager l'émission, pour intervenir en direct 01 40 33 9000. Oui, j'étais en train de poser la question et demander une réaction à Kamal Abina et Philippe sur les dernières déclarations du Conseil scientifique qui juge très probable le retour d'une deuxième vague du Covid-19 en France. Gamal, quand même, il faut quand même pas mettre de côté que le Covid est toujours présent sur la planète. Et il y a même eu d'ailleurs, et c'est pas BFM TV qui t'en a parlé, un record de contamination en une seule journée, c'était dimanche avec 180 000 nouveaux cas. Et il y a quand même des pays extrêmement touchés et on voit qu'il y a des foyers de contamination qui se multiplient en France. On n'en a pas encore fini, mon cher Gamal. La chaleur n'a pas encore éradiqué le virus. Ben, il y a eu il y a 2 jours 7 morts, hier 24 morts, c'est ce qu'on avait observé, une descente en dents de scie. Le problème, c'est pas la chaleur éradique le virus dans les lieux publics, ça c'est réglé, on le sait. Ça fait des mois qu'on nous dit que c'est pas vrai. On se rend compte qu'en Afrique, il y a eu moins de morts, évidemment pour ces raisons-là, la chaleur sèche. Aujourd'hui, ils sont en train de nous vendre une seconde vague. C'est pour ça que même Raoult m'a surpris là-dessus, parce que depuis le début, il est opposé à cette théorie et maintenant il la valide. J'ai envie de vous dire qu'il faut être un peu cohérent. On nous a raconté tout et n'importe quoi. C'est un virus qui a été importé de Chine dans des conditions très particulières, qui a été importé à la suite d'une contamination en hiver, je le rappelle aussi. C'est pas la première fois que ce virus se manifeste sous une autre forme, qui a été éradiqué en 2003. Aujourd'hui, à nouveau, il est revenu, évidemment, il a impacté toute la planète parce que cette fois-ci, ils n'ont pas pris une mesure de quarantaine qui était nécessaire, et il est en train de reculer de façon considérable dans les pays les plus durement touchés. Je parle de l'Europe. En termes de proportion d'habitants, c'est l'Europe qui est la première destination de ce virus qui a été le plus touché. Et il se trouve que on nous fait des pronostics sur la possibilité, soi-disant, sans aucun modèle, sans aucun exemple, sans rien dans le passé qui peut accréditer la thèse selon laquelle il y aurait une seconde vague spontanée comme ça, qui viendrait sans raison particulière, sans vecteur, le vecteur étant l'humain. S'il y a ça s'est déjà produit, Gamal. La grippe espagnole, tu te souviens, elle avait fait plus de morts dans la deuxième vague que la première. Non, la grippe espagnole n'a pas fonctionné par vague. La grippe espagnole s'est installée à cause de la guerre, parce que les troupes coloniales anglaises ont amené sur le territoire français à Verdun des gens contaminés par cette grippe, qui ont contaminé les Allemands, les Autrichiens. Enfin, c'était une contagion massive. Ça c'est d'ailleurs, on a entendu parler de la grippe espagnole parce que les journaux espagnols, pour la première fois, en parlaient. Elle n'est pas espagnole, elle est asiatique, elle aussi. Mais cette grippe est arrivée dans un terrain de guerre et dans un terrain de malnutrition, puisque l'Allemagne et l'Autriche étaient sous blocus en 18 et 19. Ça a duré jusqu'en 1919. Donc, à ce moment-là, effectivement, cette grippe a fait des ravages parce que les corps des Allemands, qui étaient affamés, il y a quand même pratiquement 1 million de morts en Allemagne, ont été encore plus impactés par cette grippe, qui a tué moins d'Européens que d'Allemands et d'Autrichiens. Donc, il faut être très clair. Il n'y a pas eu 2 vagues, il y a une seule vague qui a massacré massivement 10 millions de personnes. Là, cette fois-ci, on n'a pas de modèle passé qui dise qu'il va y avoir une nouvelle vague. Il n'y a rien qui le prouve. Mais ils sont en train de nous annoncer, je vous explique tout de suite pour que vous sachiez, les grandes firmes pharmaceutiques, que je n'appellerai jamais Big Pharma parce que je ne suis pas débile, il n'y a pas de complot international, il y a des firmes qui veulent de l'argent et chacun travaille pour son petit compte. Ces grandes firmes pharmaceutiques ont tout intérêt à nous vendre l'idée qu'il pourrait y avoir une seconde vague dans le but de faire des vaccinations massives de, je rappelle, un marché de 7 milliards d'habitants. Donc, cette seconde vague, à mon sens, c'est un mythe. Il est possible qu'il y ait des contaminations, mais les dispositions ont été prises. Maintenant, il faut attention. Gamal, en Australie, il y a une deuxième vague. Non, il n'y a pas de deuxième vague. Dans les territoires occupés, ils parlent d'une deuxième vague. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune deuxième vague. Il y a des foyers de contamination qui arrivent parce que les gens ne sont pas précautionneux. Ce n'est pas une seconde vague spontanée, il y a toujours des malades. Tant qu'on n'aura pas dépisté massivement la population pour isoler les malades et qu'on n'aura pas traité les malades, je parle de dépistage massif. Là, c'était refusé en France. Mais quand le conseil scientifique qui Gamal, le conseil scientifique, il y a, je crois, de mémoire, 13 scientifiques à l'intérieur. Donc, ce n'est pas des blaireaux. Ils te parlent d'une deuxième vague possible. Si, c'est des blaireaux. Pourquoi ne pas les croire? Non, c'est des blaireaux. J'affirme que c'est des blaireaux. Parce que je dis que c'est des blaireaux, parce qu'ils font de la spéculation. Un scientifique, il ne fonctionne que par principe de dire ce qui est scientifique, c'est quelque chose qu'on expérimente une fois et qui se répète plusieurs fois. C'est ça qui est scientifique. Là, ils font de la spéculation. Ils disent qu'il est possible qu'il y ait une deuxième vague parce qu'ils pensent qu'il y a des modèles mathématiques qu'ils ont créés récemment. C'est un phénomène qui a moins de 6 mois
pourrait valider ça, mais ça s'appelle de la spéculation. Je rappelle que ce même conseil scientifique nous disait qu'il n'était pas forcément nécessaire de porter des masques. Ce même conseil scientifique, OMS inclus, disait que l'Afrique serait bientôt balayée par le corona. Ça n'est jamais arrivé. Ce même conseil scientifique qui a oublié qu'en Chine, par exemple, ils ont éradiqué par des mesures de protection massive le virus. La question, c'est pas de savoir s'il y a une possibilité de vaincre le virus. Il est facile à vaincre. Je rappelle qu'il faut se laver les mains seulement et ne pas respirer un air contaminé, c'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un vous crache à la figure. Et aujourd'hui, ces dispositions ont été prises, tant mieux. Ça veut dire que les gens sont un peu plus propres. Mais il faut arrêter de... J'appelle ça un conseil de spéculateur. Ce conseil scientifique n'est pas sérieux lorsqu'il a... Pékin qui reconfine 30 quartiers, Gamal. Pékin qui a reconfiné 30 quartiers. Pourquoi? Oui, et pourquoi, à ton avis? C'est parce que Pékin, les Chinois n'ont pas fait le travail à Pékin. Ils ont laissé un marché de bestiaux, d'animaux ouvert. Ils ne l'ont pas fermé. Les Chinois n'ont pas encore intégré l'idée qu'il faut arrêter de manger n'importe quoi dans les conditions sanitaires catastrophiques. On est mort. C'est la vérité. Je suis désolé. Excuse-moi. C'est vrai. Il y a Huawei, notre nouveau sponsor, qui vient d'annuler son contrat. Bon, bon sinon, entre-temps… Huawei, quand ils font leurs appareils, c'est de bonnes conditions sanitaires, oui. Ils font attention. Non, il faut être clair. Ils n'ont pas fait des choses, ils n'ont pas pris les dispositions radicales pour en finir avec ces marchés de bestiaux à ciel ouvert. Donc c'est ça le problème. S'il y a une nouvelle contamination, c'est un marché animal, encore une fois. Bon, Christophe, nous avons reçu notre invité Jean-Marc Nicole, le maire du Kremlin-Bicêtre, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2, dans le Grand Forum. Comment allez-vous? On s'était vu au premier tour. Tout à fait. Très bien. Alors, bon, ça a été un peu difficile le premier tour? Difficile, comme toutes les élections. Quand on vous annonce effectivement à la veille du scrutin qu'il y a une propagation du virus et que le pays va être confiné dans les heures qui suivent, il est clair que c'est pas propice à une forte mobilisation. Bon, vous avez quelques concurrents face à vous au second tour. Oui. Voilà. Disons deux concurrents. Oui. Voilà. Vous êtes arrivé, votre score au premier tour, rappelez-le-nous. 22%. 22 quelques pourcents. Je suis arrivé en tête face à 8 autres candidats. Ah oui, mais 22%, voilà. Il y a ce qu'on appelle après des alliances au second tour. Oui, certains font des alliances, certains ont fait des alliances, mais vous savez, en politique, il y a pas, c'est 1 + 1 font pas toujours 2. Donc, effectivement, il y a eu des alliances qui ont été réalisées. Mon adversaire, qui était l'ex-maire démissionnaire, qui a fait alliance avec le Parti communiste français. Et puis, il y a eu des alliances, une alliance assez surprenante d'ailleurs, comme il y a eu à Lyon, entre le candidat macroniste Lionel Zinsiroglu et puis le candidat libre, donc les Républicains, Enguerrand de Lannoy, et puis un autre candidat, Ruggieri, qui avait fait campagne au premier tour sur le fait qu'il était totalement indépendant de toute formation politique, et il est allé dans un pseudo-rassemblement au deuxième tour avec la droite. Voilà. Alors, le premier tour étant passé dans les conditions que vous connaissez, comment vous avez géré, vous, parce que vous avez quand même, vous êtes évidemment encore maire du Kremlin-Bicêtre, monsieur Jean-Marc Nicole, comment vous avez géré cette crise sanitaire, et est-ce que vous pensez que l'État, vous a aidé suffisamment à affronter cette crise? Alors, la question est toujours difficile parce que, si vous voulez, je pense que, encore une fois, moi, je suis pas scientifique, je suis pas un expert. Et mon rôle en tant que maire a été de prendre en fait un certain nombre de mesures en fonction des recommandations et des décisions qu'on avait par les autorités, que ce soit les autorités de l'État ou les autorités sanitaires. Et donc, j'ai respecté, comme la plupart des élus, les protocoles qu'on nous a demandé de mettre en place, qui étaient issus pour un grand nombre d'un comité scientifique et des décisions qui étaient prises au niveau de l'État. Ce que je regrette, je pense, depuis le début, j'entendais votre intervenant précédent, j'ai pas vu le début, donc je ne vais pas m'aventurer et à détourner peut-être son propos, mais je pense que ce qui nous a manqué depuis le début en fait de cette crise, c'est la question des masques. Profondément. Et je pense que c'est peut-être là où l'État
Et je pense que malheureusement, ça aurait été n'importe quel gouvernement, compte tenu en fait des décisions qui sont prises depuis de nombreuses années, uniquement sur des questions en fait d'ordre financier. Les masques, jusqu'à présent, ils n'étaient pas utiles, sauf que quand on a eu besoin des masques, on n'avait pas de masques. Et on aurait eu des masques et où on aurait tenu un discours de vérité aux Français sur le fait que le masque servait de geste barrière, comme c'est le cas en fait aujourd'hui au quotidien, je pense qu'on n'aurait pas eu à subir cette durée, en tout cas cette grande durée de confinement. Pour ce qui me concerne, en tout cas au niveau de la ville, on a mis en place dès le départ une chaîne de solidarité et elle a bien fonctionné. Ça montre encore que dans notre pays, et j'y crois profondément, face à la difficulté, eh bien, les Français sont capables aussi de se mobiliser, sont capables de faire preuve de solidarité et sont capables de faire preuve aussi, eh bien, d'innovation. Et on a mis en place, dès le départ, dès le début du confinement, une plateforme d'information qui a permis, pendant tout le temps de la durée du confinement, de pouvoir tenir informé la population, parce que c'est vrai que des fois et trop souvent, malheureusement, les informations étaient contradictoires. Et donc, on essayait de nous donner l'information en temps réel au rythme où on la recevait sur ce qui était réellement possible de pouvoir faire. J'ai mis en place un service de portage de repas aux personnes les plus fragiles et plus vulnérables. On a servi et on continue actuellement à servir plus de 100 repas par jour. Au plus profond de la crise, on a servi presque 160 repas par jour à des personnes qui étaient en situation d'isolement. Et je trouve que il fallait le faire et c'est bien et on s'en félicite. On a mis en place également des services de courses. Parce que rappelons-nous à l'époque, c'était compliqué, même ne serait-ce que d'aller chercher les médicaments, c'était déjà en fait compliqué. Et j'avais mis en place une réserve municipale, ce que j'ai appelé en fait une réserve municipale, étant donné que beaucoup étaient confinés, ne pouvaient plus aller travailler ou étaient en télétravail sur certains temps de leur journée. J'ai mis en place une réserve municipale qui a permis de mobiliser au total plus de 250 personnes qui se sont inscrites à cette réserve municipale et qui ont participé à des actions pour faire vivre cette chaîne de solidarité, nous ont aidé à fabriquer des repas, nous ont aidé à livrer les repas, nous ont aidé à nettoyer la ville parce que il fallait assurer aussi la salubrité publique de la ville. Voilà, et on a ensuite, quand ça a été possible et qu'on a retrouvé le circuit des masques, eh bien, on a organisé la distribution de 2 masques gratuits par habitant et tous les 15 jours, je continue. Là, il y a actuellement, au moment même où nous parlons, une distribution qui est en cours. Je continue à distribuer des masques gratuitement à la population. C'est des masques qui sont utilisables sur 10 fois. Et donc, on continue à assurer parce que le masque fait partie de notre quotidien. Jean-Marc Nicole, qui est avec nous, on est au Kremlin-Bicêtre. Le Kremlin-Bicêtre, pour situer un petit peu aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent et nous regardent depuis la province ou voire même de l'étranger, c'est une petite ville en banlieue parisienne. Combien d'habitants? 25 000 habitants. Ouais, enfin petite, oui, belle ville déjà, Kremlin-Bicêtre, qui se situe dans le sud de Paris. Sud de Paris, à la porte d'Italie. Alors c'est vrai qu'on est petit quand on se compare par rapport à Paris, on est petit. Oui, forcément. Alors, il y a donc un maire à réélire, peut-être, ou pas, je ne sais pas. C'est les habitants du Kremlin-Bicêtre. Si, bien sûr. Ah non, mais c'est pas moi qui décide. Ni vous, c'est les habitants du Kremlin-Bicêtre qui vont en décider ce dimanche. Monsieur Jean-Marc Nicole, très important de répondre à cette question. Pourquoi, dimanche 28 juin, lors du 2e tour, il faut voter, glisser le bulletin Jean-Marc Nicole dans l'urne? Pourquoi? Tout simplement par rapport à l'expérience, aussi et la connaissance des dossiers. Cette ville, je la connais depuis ma naissance. J'ai jamais déménagé du Kremlin-Bicêtre et j'ai un vrai projet, qui prend en compte l'attractivité, le dynamisme de la ville, parce qu'il faut faire venir des entreprises. On parlait tout à l'heure de la situation du Covid. Je mettrai en place effectivement au lendemain de mon élection un conseil communal de l'action économique parce que je crois profondément que il y a encore de nombreux mois devant nous où on aura à subir les effets et les conséquences en fait de cette crise sanitaire qui se traduit par une crise économique avec des personnes qui vont perdre leur emploi. Et donc mon rôle, c'est aussi de protéger, d'accompagner. Et donc c'est ce qu'on fera
dans le domaine en fait économique. Et puis surtout, vous l'avez souligné, c'est vrai qu'on est une petite ville, on est aux portes de Paris, et je crois profondément au retour de la nature en ville. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on a déjà ouvert un grand parc au mois de décembre dernier. Et dans mon projet, c'est eh bien de mettre en place une végétalisation beaucoup plus importante de beaucoup d'espaces dans la ville qui aujourd'hui sont des espaces minéralisés qu'il faut transformer eh bien en espaces naturels et faire revenir la nature en ville. Et dernier point, parce que c'est un point qui pour moi est important, je crois profondément aux valeurs de la culture. Nous en avons fait la démonstration aussi pendant la période du Covid. On avait fait appel à des artistes kremlinois pour qu'il y ait une œuvre collaborative qui soit donc réalisée, qui va être exposée pendant l'été dans le plus grand parc de la ville. Et je crois profondément aux valeurs et à la puissance, en tout cas, de la culture. La culture souffre et va continuer à souffrir malheureusement des conséquences aussi de cette crise sanitaire. Et voilà, c'est une orientation, une priorité importante de mon programme municipal parce que la culture a cet avantage de faire tomber les murs, de faire tomber beaucoup de préjugés et a surtout l'avantage d'unir les peuples. Et donc, il y aura beaucoup d'actions dans le domaine culturel en fonction des différentes pratiques artistiques de chacune et chacun. Jean-Marc Nicole, une petite suggestion pour 2026. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous êtes réélu dimanche. Il serait peut-être intéressant, je pense, et ça s'adresse pas qu'à vous, mais à tous les maires de France, de pouvoir penser, imaginer, lors du second tour, vous savez qu'on dit au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine, de pouvoir organiser des débats. Et je ne comprends pas d'ailleurs que ça ne soit pas obligatoire pour cette élection, en présence des habitants. Je veux dire, ça se fait dans une salle, avec un modérateur, etc. Tous ceux qui restent en liste, eh bien, ou même d'ailleurs au premier tour, mais faire des débats pour que les gens comprennent bien, distinguent bien la différence des programmes, de ce que l'on veut faire, du projet, etc. C'est vraiment, ça c'est très démocratique. Il va falloir s'y mettre, les maires de France. Je sais que vous avez un peu de mal avec ça, mais il va falloir vraiment s'y mettre. Je prends l'exemple Christian Estrosi de Nice qui a refusé le débat avec ses adversaires à la télévision. Moi, je demande pas que ce soit à la télévision, mais dans vos communes respectives, ça peut être une idée à creuser. Jean-Marc Nicole, que de pouvoir organiser des débats. Et après, c'est aux citoyens, et uniquement aux citoyens, de choisir. Ah, mais alors là, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre proposition. On a la chance d'avoir sur la ville une radio locale qui est Radio Soleil des Tropiques, qui m'invite régulièrement à ce qu'ils appellent l'heure du maire. Et j'ai proposé, dès bien avant d'ailleurs le premier tour, parce que ça aurait pu être possible avant le premier tour, ça aurait pu être possible pour le deuxième tour. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse favorable. Mais pour ce qui me concerne, je refuse absolument pas le débat. Je suis profondément d'accord avec votre proposition. Et à tel point d'ailleurs que, étant donné que la campagne, compte tenu de la crise sanitaire, prend une forme toute particulière, je le fais dans ma fonction de maire et tout à l'heure, à 19h, sur le site internet de la ville, sur la page Facebook plus exactement de la ville, comme je le fais depuis le début du confinement, je fais un Facebook Live toutes les semaines pour répondre aux questions de mes concitoyens. Et donc, je continuerai et je continue à le faire. Et j'ai mis en place également, puisque je peux pas faire de réunion publique, je fais des Facebook, j'en ai un donc jeudi soir, j'en ai eu de manière régulière. Alors là, c'est pas dans ma fonction de maire, c'est dans ma fonction de candidat, mais je réponds en direct aux questions que me posent mes concitoyens aussi par Facebook. Mais s'il y avait la possibilité de faire un débat, pour ce qui me concerne, en tout cas, je le refuserais absolument pas. Je prends note et vous souhaite bonne chance pour dimanche, Jean-Marc Nicole, du Kremlin Bicêtre. Merci et bonne réussite à votre radio également. Bon courage. Monsieur le maire, je voulais juste rajouter. Partez pas tout de suite, monsieur le maire. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, moi j'ai observé, alors on ne peut pas me traiter de partisan puisque je suis pas du tout la même couleur politique que monsieur le maire, mais c'est vrai que j'ai un petit peu observé ce qu'il faisait au Kremlin pendant son mandat, sur la communication, sur le web, sur le 2.0. Il a attaché vraiment quelque chose de particulier aux outils numériques, à la communication et à l'échange démocratique. Et donc, j'ai trouvé ça très fort et très courageux, très audacieux de sa part. Et pour ne pas être complètement lèche-bot, je dirais carrément, c'était même visionnaire et que d'autres ont essayé de s'imprégner en tout cas de l'action qu'il avait menée là-dessus sur la com. Ils auraient dû mieux regarder comment ça s'articulait. Moi j'ai trouvé ça, c'était pas mal, c'était fluide et c'était surtout très interactif. Donc voilà,
Je crois qu'il cherche un poste au Kremlin Bicêtre à Bourrique. Non, je suis Oui, Gamal. très grave. Gamal. Oui, Gamal. j'ai un ami qui est conseiller municipal dans votre ville, monsieur le maire, qui s'appelle Ouais. Samy Débat. Vous connaissez forcément Samy Débat. Ouais. Voilà. Donc, juste pour vous dire une chose par rapport à que vous avez passé, vous avez travaillé à la RATP, vous étiez conducteur de bus, c'est ça, vous avez passé dans les réseaux. Voilà, donc vous avez bien compris que si Paris était une ville lourdement infectée, c'est en particulier parce que les moyens de transport ont favorisé la transmission du virus, surtout à Paris, on imagine bien les heures de pointe. Et vous avez le courage d'avoir distribué, il y a peu de maires qui l'ont fait, je vous le cache pas, ça s'est fait à Pantin, à droite, à gauche, mais pas beaucoup de villes n'ont eu le courage de distribuer des masques lavables. Au lieu de sanctionner la population qui n'ayait pour rien dans cette maladie, il aurait fallu les accompagner et les aider avec ces masques. Vous avez fait référence au fait que le conseil scientifique et surtout le gouvernement, c'est là où le problème s'est posé, parce que le conseil scientifique avait poussé à ce qu'on porte les masques et à ce qu'on prenne des mesures barrières. Ça n'a pas été mis en place parce que Madame Buzyn, qui est la responsable en chef, je rappelle qu'elle se présente à Paris, ce qui est quand même grave, n'a pas pris ces dispositions alors qu'elle est elle-même une scientifique. C'est pas une imbécile, Madame Buzyn. Elle sait ce qu'elle faisait. Elle savait du moins. Et j'ai envie de vous dire par rapport à ça, vous faites référence au fait qu'il a manqué des masques, là je vous l'accorde bien volontiers, qu'on n'a pas pris disposition par rapport à ces fameux gels hydroalcooliques, il n'y en avait pas non plus, hein. Il a fallu faire appel à des grands industriels français. Donc c'est les deux choses qui ont manqué à priorité. Et pour finir, pour garantir au moins dans les villes où il y a beaucoup de personnes âgées, vous voyez, qu'on puisse au moins les protéger, au moins les personnes âgées, puisque c'est elles qui ont, pour la majorité, qui sont mortes à 90%, il aurait fallu, et j'ai un ami qui était un conseiller municipal au Verviers, qui est mort du Covid. Hein. Donc je ne vous cache pas que c'est un peu difficile à porter. Il aurait fallu au moins qu'on dépiste massivement la population. Et ce qui est à mettre en cause aujourd'hui, c'est la désindustrialisation de la France. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si la France n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est pas parce qu'il ne savait pas. Il savait. Mais il n'en avait pas les moyens. Il ne pouvait pas produire de masques, ni de gel hydroalcoolique, ni de tests de dépistage. Donc aujourd'hui, on y sert que ce n'est pas nécessaire, alors que a priori, les Chinois ont appliqué cette méthode, ça fonctionne. C'est en cela que je vous dis par rapport à ça, moi je suis très critique par rapport à cette gestion. D'abord parce que autour de moi, il y a eu 5 morts, donc c'est pas anodin, je suis parisien. Et au-delà de ça, parce qu'effectivement, les dispositions n'ont pas été prises de façon sérieuse. Donc je vous connaissais pas vraiment, hein. Moi je connais que ce qu'on en dit de la ville. Hein. C'est une petite ville, effectivement, en longueur, comme ça, qui va en direction de la grande banlieue, pour le coup, qui va en direction de Maison-Alfort, pas Maison-Alfort, de sa vie juive. Mais il n'en demeure pas moins, c'est une sorte de courroie de transmission entre Port d'Italie et vie juive. Ah, c'est pas mal. Vous êtes une courroie de transmission. C'est pas mal, ça. C'est un peu le sentiment que ça donne quand on y va. Premier rempart des Parisiens. Mais la courroie de transmission, il faut qu'elle soit bien huilée et qu'elle soit bien mise dans les clous pour que ça puisse bien, vous voyez, rouler. Je peux répondre à Gamal? Bien sûr, monsieur le maire. Oui, moi je partage assez en fait votre point de vue. Je vous connais pas, hein, je suis désolé, Gamal, mais je partage votre point de vue parce que c'est vrai que bon, la période du confinement nous a amené à se poser plein de questions en fait sur ce qu'on nous demandait de faire, etc. Et il y avait souvent ont été mis en évidence en fait les comparaisons des stratégies des différents pays par rapport en fait à l'attitude à adopter en fait. Et certains pays d'ailleurs nordiques n'ont pas fait le choix en fait du confinement. Ils ont fait le choix tout simplement en fait du test massif, de distribuer en fait des masques et de faire appliquer tout simplement les gestes barrières, ce qu'on fait quand il y a un simple virus, hein, la grippe, etc. On se lave d'abord les mains, c'est le meilleur moyen en fait d'éviter la propagation du virus. Et c'est vrai que à la limite, quand on regarde, moi je me souviens d'un article que j'avais vu, je crois que c'était au mois d'avril, en termes de comparaison, en termes de nombre de morts ramenés au nombre d'habitants, eh bien malheureusement, c'est les pays qui ont fait le choix du confinement, tels que l'Italie, l'Espagne, la France, qui ont eu le plus de morts, comparé à d'autres pays qui ont adopté en fait une toute autre stratégie et qui à l'arrivée n'ont pas du tout les mêmes conséquences économiques que celles que l'on a. Alors on parle des conséquences économiques, mais il faut aussi prendre en compte les conséquences sociales, parce que derrière, il y a des traumatismes importants de personnes qui ont perdu des familles, mais le confinement aussi, et moi je le mesure tous les jours, ont eu des conséquences très importantes auprès d'un certain nombre de nos concitoyens, parce que effectivement, dans des petits appartements pendant plus de 2 mois, ça a été juste l'enfer. Ouais, pas possible. Monsieur le maire, il faut que je vous libère parce que non, arrêtez. Non, mais vraiment, largement dépassé le temps. Non. Ouais. Bah oui, mais moi j'ai des règles à respecter. Vous voyez ce que je veux dire après. Non, mais je veux savoir la pub, vraiment moins d'1 minute parce que
Il faut savoir que les campagnes sont propices à plein de fake news et je voudrais apporter mon amitié et mon soutien à un homme qui justement fait partie de votre liste mais qui a été victime d'insultes, de menaces physiques, qui s'appelle Bernard Chapelier. Et quand j'en vois certains posts qui expliquent que Bernard Chapelier serait un écolo-opportuniste au lieu d'être un écologiste, Bernard Chapelier est un écologiste de plus de 25 ans. Il a été de tous les combats. Je peux vous assurer qu'à Orly, il a toujours été présent pour le Bois-Grignon, pour plein de combats écolos. Et vraiment, laisser des gens laisser supposer que Bernard ne serait pas écologiste, c'est juste du foutage de gueule. C'est un vrai écolo dans l'âme, dans son ADN et jusqu'au bout de ses ongles. Et qui a surtout des valeurs aussi de progrès, d'humanisme. Et franchement, les attaques dont il fait l'objet ne sont pas justes. Mais malheureusement, des fois, la politique, c'est comme ça que certains... Tous les coups sont permis. Merci, monsieur Jean-Marc Nicole, et bonne chance pour dimanche. Bon courage. Merci. Et on a fait 19 minutes, les gars. Moi, je vais avoir des problèmes avec les autres candidats. Hein. Et alors, Boyaki, t'as pas à intervenir, toi. Ah merde. Tu te tais. C'est vrai. Ah bah oui, mais moi, je vais avoir des problèmes. Moi, tu sais qu'on n'a pas que des amis aussi, Philippe. C'est pas possible. Bah attends, t'as été quand même sur une liste à Orly, quand même. Ah oui, j'ai pas appelé à voter pour la liste à Orly. Ah bah non, mais oui, mais c'est les règles du CSA. Et tu sais, on est très administratif dans ce pays. Hein, voilà, bah oui, bah, c'est ça. Conseil supérieur de... Il paraît qu'il y a Adèle au téléphone. Nabil, on a le temps de le prendre ou pas? Ah oui, attends, je vais voir Nabil alors. Nabil, est-ce qu'on a le temps de prendre Adèle de Nanterre? J'ai pas compris, mon cher Christophe. Ah bah voilà. Mais il faudrait peut-être que tu te concentres 5 minutes, mon vieux. Je suis désolé. Il paraît qu'il y a un auditeur au téléphone, c'est ça? Ouais, il s'appelle Adèle, de Nanterre. Est-ce qu'on a le temps de le prendre? Pas du tout, on passe la pub et on se retrouve juste après. Ok, tu vois, moi je contrôle plus rien dans cette émission, ça y est, c'est bon. Ouais, Je non, suis mais chez moi. pas Allez, mais vas-y, balance ta pub, vas-y. Mets de l'argent dans Le la Grand caisse. Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Incroyable, non mais il se passe des trucs extraordinaires dans cette émission. On sera à Champigny, les amis, Champigny-sur-Marne tout à l'heure avec monsieur Christian Fautret, lui aussi maire sortant. Hein, et on tâchera de lui accorder quelques minutes supplémentaires parce que là, vous m'avez forcé à. Ah non, mais non. Non, mais attention, là, c'était en dehors du cadre tout à fait. Ah oui, mais le temps de parole, on s'en fout. Le temps de parole, c'est le temps de parole. Mais non, mais ça va. On est juste écouté par 15 millions de personnes, Christophe. Gamal, tu sais qu'on n'a pas que des amis, mon Gamal. Ah, ça, oui, je le sais. Voilà, merci. Bon, qu'est-ce que ça dit? Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit plein de choses. Alors, non, ça dit pas plein de choses. Ce qui est bizarre, hein, sérieusement, ce qui est bizarre avec nos lives, c'est que à partir de 35-37 minutes, il y a un blocage sur les commentaires. Ça s'arrête net. Même les nombres de vues, elles sont figées depuis tout à l'heure. Vraiment, oui, t'as raison, on n'a pas que des amis. Et puis, on a. Voilà. Je pense qu'on nous a hacké parce qu'il y a Ethan à côté qui est comme un dingue. Non, mais qui est comme un dingue parce que son ordinateur n'arrête pas de bugger. Alors, si vous avez un ordinateur portable, même petit, mais récent, et que vous voulez faire un cadeau à Ethan, nous, on prend tout. On prend tout. De toute façon, les caisses sont vides. Très bien. Bon, alors, allez-y, commentez et surtout partagez, les amis. Il peut y avoir des bugs sur Facebook, visiblement. Et notre ami La Belle Histoire, qui note tout ce qui se passe, qui écoute attentivement et qui va nous faire une petite chronique de synthèse de l'émission en fin d'émission, tout à l'heure, à ne pas louper, les amis. Gamal Abina, il est là. Philippe Boyaki aussi. Il est 16h52. Vous êtes bien en direct sur France Maghreb 2. Nous sommes bien le mardi 23 juin. Et j'espère que vous allez bien. Tiens, petite réaction. Les médias étaient fâchés rouges hier matin. Les éditorialistes, les journalistes, les Parisiens ont fait n'importe quoi. C'était le vrai bordel à Paris. Aucune distanciation respectée, la fête de la musique maintenue. Gamal, c'était le bordel qu'est Saint-Martin. C'est normal. C'est normal. Comment ça, c'est normal? Les gens font n'importe quoi. Oui, mais c'est parce que il faut pas oublier le calendrier. Le gouvernement a dit le 22, tout est ouvert. Donc l'impression, le message qui a été donné, c'est que tout va mieux le 22. La problématique qui se pose, c'est un peu comme l'histoire quand M. Macron a dit vous pouvez faire du jogging pendant 1 heure. On a eu des milliers de joggers sur le canal de l'Ourcq. C'était ridicule, mais quand vous donnez un peu de liberté, on en prend plus, c'est classique. Donc je comprends malheureusement le phénomène, mais il va falloir qu'il fasse quelques piqûres de rappel, qu'il rappelle qu'il y a quand même des gens qui meurent. On a encore 700 personnes qui sont en réanimation. On a encore à peu près 8 à 10 000 personnes à l'hôpital qui sont suivies pour cette maladie. Donc c'est pas anodin. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, la deuxième vague dont on parle beaucoup, moi qui m'inquiète, c'est pas la deuxième vague de contamination. C'est la deuxième vague de gens qui ont été asymptomatiques, mais qui ont développé la maladie et qui a dégradé leurs poumons et leur système pulmonaire. Ça, c'est inquiétant. Parce que ceux qui sont sortis et croient ne pas avoir de conséquences derrière ne mesurent pas qu'il y a des conséquences a posteriori qui vont se faire jour. Ça, c'est inquiétant, effectivement. Ouais. Alors, on nous dit qu'il faut attendre le vaccin, qu'on en aura minimum pour 2 ans, hein, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Voilà. Et le vaccin, Héloïse, ça représente beaucoup d'argent. C'est un gros marché, comme tu le rappelais tout à l'heure.
Et c'est les laboratoires pharmaceutiques qui se disputent, bien entendu, la commercialisation de ce vaccin quand ils l'auront trouvé. Et nous, on va être simplement des cobayes, en fait, si j'ai bien compris. Bah oui. Des cobayes au service de l'industrie pharmaceutique. Un vaccin développé en 18 mois, je n'aime pas mon bras. Ah ouais? Ah bah oui, c'est trop cool. Moi non plus. Est-ce que vous pensez que c'est un laboratoire français qui va l'emporter? Non. Aucune idée. Bah non, mais en plus, d'autant plus que vous savez qu'ils ont passé des contrats avec des laboratoires suédois, français, américains. Enfin, il y a un consortium, il y a plusieurs consortiums. Et en fin de compte, ils ont. Non, mais c'est là où c'est un truc de fou. Ils ont donné de l'argent public d'avance pour dire nous, on fait une pré-réservation de vaccins. Donc, mais ils savent même pas si les vaccins vont être positifs et fonctionnels. Mais on a donné. Là, on est à quelques milliards là. Là, il n'y a pas. Il y a un scientifique algérien qui travaille dessus, les amis, sachez-le. Absolument. Ah, mais c'est bon, on est sauvés, Ah non, mais blague à part. Bah oui, pour ça que je dis on est sauvés, je suis sérieux. Ouais. Non, les Algériens sont très bons aussi, c'est pas de problème, c'est pas le sujet. Ce qui se passe aujourd'hui sur le vaccin, il faut comprendre le mécanisme d'un vaccin, parce que les gens ne connaissent pas forcément. Le vaccin, c'est inoculer un virus amoindri, affaibli, pour faire en sorte que notre système de défense immunitaire puisse l'attaquer, s'habituer à ce virus et le détruire quand il est plus fort. Donc, c'est une sorte d'entraînement comme ça pour le système immunitaire. Le seul problème, c'est que on ne connaît pas bien ce virus et que effectivement, même si on inocule un virus à moindre intensité, ça peut avoir des conséquences parce qu'on n'est pas tous à la même enseigne. On n'a pas tous le même système immunitaire de la naissance à la mort, il se dégrade au fur et à mesure. Et c'est ça qui est inquiétant. Puis surtout, il faut être très clair, ce vaccin, il intéresse surtout les personnes âgées, depuis 50 ans, pour être très clair, et au-delà. Donc, c'est vrai que les personnes âgées de plus de 50 ans, elles sont faibles sur un plan immunitaire. Elles sont immunodépressives souvent. Donc, quand on a une faiblesse immunitaire et qu'on nous met un vaccin dans le corps, ça peut tuer. Et les vaccins, je le rappelle aussi parfois. Stop. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour, les amis, en direct à la radio sur France Maghreb 2. Évidemment, votre rendez-vous de liberté d'expression, le Grand Forum, tous les jours 16h-18h, avec Gamal Abina, avec Philippe Boyaki. En live sur Facebook, Christophe, le Grand Forum, c'est comme ça que ça s'appelle, et France Maghreb 2 aussi, bien sûr. Et vos appels au 01 40 33 9000. Est-ce que Adèle est toujours là depuis Nanterre? Il nous attend au téléphone, paraît-il. Adèle? Attends, on va mettre DJ Nabil. Je suis là, Chris. Salut. Salut, Abdel. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon ami? On t'écoute. Alors, en fait, je vais pas te mentir, si je t'appelle, c'est que je sais que vous êtes des professionnels dans la politique et dans les démarches administratives. Et donc, si je vous appelle, c'est que moi, je souffre en ce moment-là. Je te dis, je vais te dire la vérité, je souffre. Je suis un homme de 53 ans. Je souffre depuis quelques mois, depuis que j'entends un mot qui me déplaît et que je n'arrive pas à avaler, j'en dors presque pas. Et je compte à faire une démarche auprès d'un avocat pour porter plainte. C'est le mot maghrébin. Et je viens prendre conseil à travers vous. Et s'il y a un avocat qui m'écoute, s'il peut me donner son numéro de téléphone, et vous allez me dire si je peux le faire ou pas. Mais je suis vraiment sérieux, j'ai même les fonds pour ça. C'est que je n'accepte plus ce mot maghrébin j'ai l'impression qu'on me vole mon identité. Pour moi, un maghrébin, c'est quelqu'un qui est né au Maghreb et qui vit au Maghreb. Moi, je suis né en France, je vis en France, et quand on m'appelle maghrébin ou quand on appelle mes neveux maghrébins, qui sont dans le même cas que moi, c'est comme si on disait à un noir sale nègre. J'ai entendu Nadine Morano encore qui a parlé des Tchétchènes. Et je sais que c'est notre faute, on a accepté ces noms de chiens. Moi, j'appelle ça des noms de chiens. On les a acceptés aujourd'hui. Même nous, des fois, quand on parle de nous, on s'appelle maghrébin. Et j'ai entendu Nadine Morano chez Bourdin qui a hésité. À un moment, elle allait dire français, mais elle a dit des Tchétchènes sont venus agresser des maghrébins. Et ça m'a fait vraiment mal. Et je me dis, si ces Tchétchènes seraient montés à Neuilly ou à Paris, elle aurait dit, les Tchétchènes sont montés agresser des Français. Donc, on me vole mon identité. On me donne une identité quelque part qui m'appartient pas pour m'exclure, pour me reprocher des choses, pour m'éviter de me battre. C'est du racisme, je le sens comme du racisme. Fort, et personne n'est là pour nous défendre. Ils n'ont pas le droit de m'appeler maghrébin. Pour moi, j'ai rien contre les maghrébins. Pour moi, maghrébin, c'est quelqu'un qui est né au Maghreb, qui vit au Maghreb. C'est pas mon cas. Sur ma carte d'identité, il y a marqué République française. J'ai une histoire algérienne, certes, c'est ma vie privée, mais par exemple, on n'appelle pas Monsieur Golnadel par un nom bien spécifique ou Monsieur Zemmour. On les appelle des Français, tout simplement. On dit pas Monsieur Golnadel, français d'origine israélienne. On le dit que pour moi, et aujourd'hui, je veux savoir pourquoi. Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Et est-ce que j'ai le droit de porter plainte? Parce que je ne supporte plus ce nom qui, c'est pas moi, tout simplement. Alors, Gamal. Est-ce que vous avez... Bon. Alors, je suis pas du tout d'accord avec cette perception des choses pour deux raisons. La première, parce que d'abord, Zemmour, on dit toujours qu'il est d'origine maghrébine, qu'il est d'origine juive algérienne.
Goldaden n'est pas d'origine israélienne, il est d'origine européenne, il est d'origine allemande. C'est un mot allemand, hein, Goldaden. Donc ça, c'est juste pour dire, c'est pas parce qu'on a une carte d'identité qu'on appartient à un pays quand on n'y est pas non plus. Ensuite, être maghrébin, ça ne veut pas dire être né au Maghreb. Être maghrébin, c'est une origine ethnique qui existe, qui est claire, tout comme les Italiens sont d'origine italienne. La question de l'origine ne se pose pas. C'est pas parce qu'on a une carte où il y a marqué français dessus que ça fait de nous des Français de souche, entre guillemets, j'aime pas le terme. Et ensuite, je vois pas où est le problème. D'abord, sur un plan judiciaire, c'est pas caractérisé. C'est-à-dire que Morano, effectivement, a des dérapages qui sont à la frontière du racisme, mais elle sait ce qu'elle fait. Elle n'est pas raciste dans ses propos, même si on a le sentiment qu'elle l'est. Et j'ai aucune sympathie pour le personnage. Il n'en demeure pas moins que moi, je pense qu'il ne faut pas aborder la question de la double identité et de la double appartenance comme une honte, mais au contraire comme une fierté. C'est une valeur ajoutée parce qu'on a la chance d'avoir deux cultures. C'est une richesse, c'est pas un appauvrissement. Je plains ceux qui ont moins de culture, en vérité, de ce point de vue-là. Et je dis qu'il ne faut pas se dénier ou se désincarner en disant on n'est pas maghrébin parce qu'on n'est pas le Maghreb, c'est faux. On est maghrébin parce qu'on est d'origine maghrébine, qu'on le veuille ou non. Si vous voulez faire un effort par rapport à ce sens, il faut changer de nom, de prénom, de religion, lisser un peu les cheveux, se comporter comme Bernard, et à ce moment-là, vous pourrez dire que vous n'êtes plus maghrébin. Mais aujourd'hui, ce qui vous caractérise, c'est la perception qu'ont les autres de vous. Tout comme les Tchétchènes ne sont pas français, ils venaient d'ailleurs de 3 ou 4 pays d'Europe, en plus de ceux qui étaient en France, ils n'ont pas de nationalité française. Donc la question qui se posait, c'est quoi? C'est des Tchétchènes qui se heurtaient à des gens d'origine maghrébine. Maintenant, effectivement, le terme qu'il a manqué, c'est l'origine. Mais en vérité, la perception qu'ont les médias, c'est bien des maghrébins de fait. Bah oui, alors ce que tu veux me dire, ça veut dire qu'un Français qui s'appelle Abdel, ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas, j'ai dit qu'un Français qui s'appelle Abdel est d'origine nord-africaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas français, ça veut dire qu'il est bien citoyen. Non, mais je comprends Adèle, moi. Je comprends tout à fait Adèle. Excuse-moi, Adèle. Je te comprends tout à fait parce qu'à un moment donné, il y en a marre de nous dire, par exemple, tu es de quelle origine? Moi, je comprends Adèle. Moi, je suis français. De quelle origine? Mais tu sais, j'ai eu une discussion avec 2 personnes qui ont demandé à un copain de quelle origine il était. Il leur a dit, je suis français. Mais de quelle origine? Il m'a dit, France. Je suis né en France. Mes parents sont français. Et il a dit encore plus que ça. Mais mes grands-parents et arrière-grands-parents, il a dit, je suis français depuis 1803. Ouais. Et dit donc. Mon histoire alors. Alors moi, mon histoire personnelle avec mes parents, on dit que c'est le droit du sol qui prime. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai demandé à ma mère de me donner la carte d'identité de mon grand-père. Il y avait marqué République française. C'est-à-dire mon père, mon grand-père est né dans l'administration française. Donc et ma grand-mère aussi et mon arrière-grand-père aussi. Et à un moment, je me suis dit bah alors, je suis presque français de chose puisqu'on dit que c'est le droit seul qui prime. Eh bien là, c'est pas vrai, malheureusement. Parce que la citoyenneté en Algérie n'a existé que 4 ans. Entre 58, quand De Gaulle prend le pouvoir, et 62. Avant, on n'était pas citoyens, on était des sujets de la France, on était ce qu'on appelait des indigènes, avec le code de l'indigénat, qui était un code d'exclusion. Donc déjà, le caractère français, c'est pas 1803, en fait. Philippe, tu viens de parler, c'est 1830. C'est pas vrai, on n'était pas français à ce moment-là, parce que l'Algérie n'était pas conquise. 30, pardon, 30. Oui, et puis l'Algérie n'est pas conquise en 30. Hein. Il y a eu 17 ans de résistance d'Abdelkader. L'Est algérien a résisté encore jusqu'en 1870, donc c'est pas en 30. Ensuite, au-delà de ça, la question qui se pose, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est, oui ou non, citoyen de ce pays? La réponse est oui. L'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'un Italien va avoir honte d'être d'origine italienne? Non, c'est une fierté. Un Américain, pareil, un Suédois, on ne pose pas la question ces termes-là. Il faut accepter les deux choses. La première, la citoyenneté française ne se discute pas. C'est de droit. La seconde, notre origine et notre qualité en tant que originaire nord-africain et africain, il faut le rappeler qu'on est africain aussi, il ne faut jamais l'oublier, elles ne se discutent pas non plus. Donc, il faut savoir s'approprier ces deux aspects. Il ne faut pas les exclure l'un pour l'autre, ça n'a aucun sens. Oui, c'est une force, hein, je pense, comme le disait Gamal, en tout cas. Bah, merci en tout cas, Abdel. Voilà. Je ne peux pas porter plainte, je ne peux pas faire de démarche. Non, ça sera pas entendable. Pas impossible. Impossible, Abdel. Voilà. Bon, bah, sois fier de tes origines. Sois-en fier, c'est très bien. Christophe, c'est le problème. C'est que pour justement, on me dit, pour me faire accepter le mot maghrébin, on me dit souvent ça, sois fier de tes origines. Mais si moi, j'ai pas envie que tu en parles, si moi, j'ai envie que tu m'appelles français, que tu me dises pas que je suis un maghrébin, tu vas me dire, pour m'envoyer d'où je suis, tu me dis, sois fier de tes origines. Je t'envoie pas d'où tu es, Abdel. Je te dis juste que, effectivement, ça peut être une force, comme le disait Gamal, d'avoir plusieurs origines ou d'avoir une origine, en l'occurrence, en plus de celle de France. C'est évidemment une force. C'est d'autres cultures. Voilà, c'est extraordinaire quand même.
Et puis Oui, l'Algérie, ouais, mais c'est un beau et grand pays, soyez-en fiers, merde. bien sûr, on en est fiers. C'est pas ça, Non, Christophe. mais je suis fier. C'est Bah pas. voilà, donc pourquoi vous voulez Non, mais- pas être, vous voulez pas qu'on parle de votre origine algérienne? C'est une fierté, vous devriez en Non, être non, fiers. non, Christophe, Parce non, que pour Christophe, moi, parce c'est une façon de qu'aujourd'hui, donner aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, lorsqu'on met en avant notre origine algérienne ou maghrébine, c'est pas une chance, au contraire, c'est considéré comme un handicap. Et la société nous voit comme un handicap. Donc, à un moment donné, faut aussi comprendre celles et ceux qui en ont marre. Zidane. Mais Zidane, il a ramené Ouais, une coupe du monde, Zidane, c'est pas pareil, tu vois. dont c'est l'anniversaire non, aujourd'hui. non, Il peut se bader nu sur les Zidane- cheveux, il est super. Zidane, de toute façon, on lui rappelait régulièrement son origine algérienne et il en était fier. Ça posait pas de Mais problème. c'est pas une Pourtant, il question était de pas fier. fierté. Mais Attends, si, c'est une question qui se pose. Mais Faut non, arrêter de- non, Gamal, non. Je vais donner un exemple très concret. Non, j'ai pas fini. Lévi-Strauss disait une chose très intéressante. Lévi-Strauss, Mais Lévi, comme son Lévi. nom l'indique. Comment? Non, mais je te plaisante. c'était une- Lévi-Strauss. Voilà. Donc Lévi-Strauss disait une chose intéressante. Il disait quoi? Il dit, ça n'a aucune importance que nous pensons de nous, il parle en tant que juif. Hein. Il dit, ce qui compte, c'est la perception que l'on a de nous. Et à partir du moment où Hannah Arendt parlait d'irréductibilité de la judaïté, donc le fait d'être juif, donc étranger, ça ne se discute pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser en termes de on est citoyen, ça ne se discute même pas. On est citoyen de ce pays, c'est un fait. Mais il ne faut pas exclure ou se cacher derrière des évidences. Quand on voit nos têtes de bronzés, on sait très bien qu'on n'est pas des labels locaux. Donc il faut savoir mettre ça en avant en disant j'ai la chance d'avoir cette double culture et cette double citoyenneté qui fait de moi un personnage beaucoup plus illustre. Et je vous plains de ne pas avoir cette chance-là, c'est tout. Faut pas dire on est, c'est pas la peine de se mentir. Je veux dire, Mohamed, quand il a beau dire qu'il est français, la question tombe forcément comme un coup près. Oui, mais de quelle origine? C'est logique. Voilà. Non, Merci. mais ça aurait pu l'être. En tout cas, Abdel, Merci, on Abdel. a également Linda qui nous appelle de Nancy. Ah, elle a certainement des choses à dire. Bonjour Linda. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour. Quel sourire magnifique. Dommage que ce soit que du téléphone. Et quelle voix. Et quelle voix radiophonique. Hein. Je pourrais l'engager sans problème. Extraordinaire. Bon, Ça Linda, va, on vous allez t'écoute. bien? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Ils sont en forme. C'est parfait. C'est super, c'est super. Non, j'appelle par rapport au Abdel, c'est ça? Oui. C'est ça. Il expliquait qu'il ne voulait pas être réduit à son origine, si j'ai bien compris, parce que, C'est ça. en fait, pour lui, de se dire maghrébin, c'est réducteur. Enfin, c'est péjoratif, pas réducteur, pardon, c'est péjoratif. Non, c'est pas ce qu'il a dit, Linda. Mais vas-y, excuse-moi. Enfin, Si, moi, presque. moi, c'est comme ça que Oui, c'est réducteur. c'est-à-dire Oui, qu'il il a ne dit que c'est voulait pas réducteur, être parce que lui, il va être Absolument. reconnu comme tant que français, uniquement français. Il Absolument. veut Non. pas qu'on lui parle de ses origines. Bah Si, ouais. il l'a dit, il l'a dit. Pardon, Linda, on t'écoute. Oui, pardon. En partie, je comprends son point de vue. On ne peut pas à la fois dire nous sommes victimes de racisme, on ne nous donne pas de travail, on ne nous donne pas de notre chance, et en même temps dire oui, mais on n'est pas français, il faut qu'on se revendique ou voilà, qu'on n'ait pas peur de dire on est maghrébin. Donc, de mon point de vue, je trouve que c'est assez contradictoire comme raisonnement. Ensuite, j'ai envie de donner un conseil à Abdel et lui dire, heureusement, comme dirait Rocky dans Rocky 4, on n'est jamais que ce qu'on est. Alors maintenant, il a deux choix dans sa vie. Ou il décide effectivement d'en faire une force parce que c'était, comme le disait, il me semble que c'est Gamal, c'est une chance exceptionnelle. Même si de l'autre côté, moi je sais que pour avoir tenté d'intégrer un petit peu les hautes fonctions en Algérie parce que je voulais contribuer un peu à l'essor de l'Algérie, on m'a mis un stop net, hein, t'es binational, bref. Oui, t'es française. Oui, voilà. Mais après, on n'est jamais que ce qu'on est. Voilà. On est d'origine maghrébine. C'est une histoire qui appartient à nos parents. Mais on est français. Malheureusement, on ne sera jamais considéré comme français. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous dire que nous devons nous créer les mêmes opportunités que ceux qui n'ont pas les mêmes origines que nous. Tout simplement. Alors, bouge pas, Linda. Il y a Samir aussi qui nous appelle, qui souhaite donner son avis. Raccroche pas, reste avec nous. Samir de Paris. Salut, Samir. Oui, alors bonjour. Bonjour. Alors, Samir, c'est vrai que Abdel nous a ouvert un débat, j'ai envie de dire, sur le fait d'être considéré uniquement comme français et qu'on arrête de lui parler de ses origines. Ça l'agace, ça le met hors de lui, ça le met même mal à l'aise. Et vous, est-ce que vous en êtes fier, Samir? Moi, je
je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, Christophe, je parlerai de moi-même. Moi, je suis un Algérien de Perchouche. Je suis fier d'être Algérien. Je veux pas être français. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis un Algérien de Perchouche. Je resterai un Algérien. Je suis en France, je travaille ici, mais je resterai toujours un Algérien. Demain, moi, je peux dire, même demain, si l'Algérie va bien, je prends mes bagages, je rentre chez moi. L'affaire est classée. Mais l'Algérie va bien, mon cher Samir. Ah ouais. Pourquoi tu vas pas Pourquoi tu nous dis que ça va pas bien? Ça va très bien, l'Algérie. Non, dès que ça commence à tenir la route, il y aura une justice, il n'y aura pas des mafieux. Alors, attends, excuse-moi. Samir, c'est ça? Donc, quand l'Algérie va mal, tu te réfugies en France. Quand ça va bien, tu retournes en Algérie. C'est ça l'histoire? Oui, non, Non, parce que le mot résistance, tu connais ou pas? C'est quand ça va mal, il faut que tu apportes. Non, mais attends. Attends, Gamal, là, Gamal, il n'est pas d'accord. Non, ils se sont algériens à 100%. Ils le revendiquent, et tant mieux, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Je vais pas. Mais ce que tu dis derrière, c'est choquant pour moi. Tu dis non, mais je suis en France parce que l'Algérie, ça va mal, dès que ça va bien, hop, je me barre. Tu comprends que ceux qui sont en face, les feufas qui nous aiment pas, qui nous, on considère qu'on est français et aussi algériens ou tunisiens ou marocains ou ivoiriens, sénégalais, eh ben, nous, tu nous laisses en galère dans ces cas-là, hein, avec un discours comme ça. Gamal. Oui, mais non, je suis pas d'accord avec ça parce que là, je vais rejoindre Samir. Je vais rejoindre Samir sur ce qu'il dit. Je comprends son attachement et ça se trouve qu'il n'a même pas de carte française. Hein. Le problème, c'est que quand il dit, il le formule mal. Quand il dit quand ça va mieux en Algérie, c'est pas quand ça va mieux, le pays, c'est le rêve, il y a du travail, tout va bien, je peux y aller. C'est que malheureusement, en tant que binationaux exclus du pays, parce que nous avons été exclus pendant pratiquement 60 ans, tout a été fait pour nous empêcher de rentrer. Donc c'est vrai que quand on arrive là-bas, c'est du sabotage organisé. Donc je comprends, la résistance n'est pas possible. On a un État contre nous, pas le peuple, hein, l'État contre nous. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, Gamal, parce que les premiers à profiter justement de tout ce qu'on dénonce en Algérie, du marché noir et tout ça, ce sont ceux qui viennent de France et des pays étrangers, qui n'hésitent pas à échanger la monnaie au marché noir, qui n'hésitent pas à faire ramener des voitures, qui n'hésitent pas aussi à donner des billets pour avoir plus de laissez-passer. Donc arrêtez de dénoncer des trucs que vous faites vous-même là-bas. Non, c'est du bidouillage. Si l'Algérie avait eu la dignité de nous donner une banque, il n'y aurait pas de marché noir. On commence par le début. Si l'Algérie pouvait faire en sorte que la monnaie ne soit pas une monnaie de singe, il n'y aurait pas de marché noir. Si l'Algérie ne faisait pas des billets à 600 €, il y aurait des Algériens qui reviendraient. Tout ça, c'est des réalités qui ont fait que ça a constitué une exclusion. On est le seul pays du Maghreb, puisqu'on parle de Maghreb, je rappelle Maghreb veut dire Occident au passage. Hein. On est le seul pays du Maghreb qui n'avons pas de banque. De lien entre nous et notre pays d'origine. On n'a pas de banque. On a des pays. Pardon, à l'extérieur, Gamal, tu veux dire? À l'extérieur du pays. Oui, à l'extérieur. On parle de banque de diaspora. Pas de banque. C'est que récemment qu'ils ont enfin mis en place, et je vous annonce, c'est une bonne nouvelle quand même, le rapatriement des corps. J'ai un copain qui vient de perdre son père, il a été rapatrié le lendemain, donc enfin, sauf que les Tunisiens et les Marocains ont ça depuis le début, il n'y a aucun lien organique, économique, politique, culturel entre nous, la diaspora et l'Algérie. Donc ça, je comprends. Je dis pas que c'est bien d'être dehors et d'attendre que ça se passe mieux là-bas, mais c'est vrai que je comprends que la résistance tout seul est ridicule. Je veux dire, on voit que c'est difficile là-bas, des millions de personnes dans le Hirak et ça bouge lentement, il faut être très clair. Non, mais moi, je veux dire, excuse-moi, Gamal, je me suis mal exprimé. L'État est engagé. Non, je me suis mal exprimé et je voudrais vraiment pas manquer de respect à Samir si j'ai déformé ses propos. Ce que j'ai compris de Samir, c'est que il a juste titre, il a dit moi je suis algérien, je suis fier d'Algérien. Pas une seule fois il a dit le mot français. Il a dit demain quand ça ira mieux en Algérie, je me barre. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Donc il a le droit de ne pas se considérer français. Ça se trouve, il aime la parole, Samir. Oui. Allô? Oui, on t'écoute, Samir. Oui. Moi, je respecte le monsieur là qui vient de dire, je respecte, il est né ici, il a le droit de défendre ses droits. Ah non, je suis né en Algérie, moi. Oui, mais moi, non, moi, je ne suis pas né ici, j'ai pas besoin. Moi, je ne suis pas né ici. Je suis là, j'ai le droit de faire mes études. Bien sûr. Moi, on n'est pas là pour se bagarrer avec les voisins. Non. Chacun, il réfléchit. Moi, je comprends comme ça. Moi, je suis un Algérien de Perchouche. Moi, j'aimerais bien que les gens ne parlent pas mon nom. Moi, je suis un Algérien de Perchouche. Mais moi aussi. Mais Samir. Je ne veux pas être français, moi, ça m'intéresse pas. Samir, excuse-moi, c'est ton droit et je le respecte tout à fait. Mais alors, je ne sais pas, le pur souche, moi, je suis né en Algérie, à Bollorine, pardon. Tu vois, je l'ai francisé. Ah, c'est mon côté français qui a pris le dessus, tu vois, à un moment donné. Mais de parents algériens, je suis franco-algérien et j'assume les deux pleinement. Mais tu comprends qu'en tant que Français, je peux pas entendre quelqu'un qui me dit, moi, je suis très fier d'être algérien et tant mieux pour lui, comme un Italien ou un Russe ou quoi que ce soit. Et bon, le jour où mon pays, tu vois, un Tchétchène qui arriverait qui me dit, bon, le jour où Tchétchénie, ça va mieux, je me barre de votre pays. En gros, votre pays, c'est de la merde, je viens parce que
je viens profiter, je viens gratter, je viens me nourrir, je viens vivre en liberté, etc. Et j'ai fui mon pays. Tu vois, c'est ce discours-là que j'ai ressenti. Je me trompe peut-être, et je te prie de m'excuser si je déforme tes propos et si mes propos sont blessants. Mais en tant que Français, en tant que patriote français, et tu sais que ce que je pense moi des identitaires, etc. Moi, je me sens, en tant que Français, je me sens insulté quand on me dit, bah, en gros, je suis là tant que ça va bien, et après je me barre. C'est-à-dire que si demain arrive le Front National, toi tu te barres et tu nous laisses en galère, quoi. Bah, faut résister avec nous, mon frère. Non, c'est pas ça. Écoute, moi, je parle de moi-même. Moi, je suis Algérien, comme je vous avais dit, je suis de Perchouche. Moi, j'ai le droit de parler. Ça, on l'a compris. Ça fait combien de temps que tu es en France, Samir? Moi, j'avais 14 ans. Et là, tu as quel âge sans indiscrétion, Samir? Moi, j'ai 37 ans. Est-ce que tu as des enfants? Moi, je vais dire franchement, j'ai mes enfants et tout. Moi, j'arrive d'Algérie, c'est vrai. J'ai quitté l'Algérie, j'arrive ici. Je vais être sincère avec vous. Ouais. Franchement, je me suis développé. J'arrivais pas des papiers, ni rien du tout. Aujourd'hui, j'avais le droit de transport. J'arrive pas à maîtriser bien la langue. J'arrive à me développer. Tout ça. Moi, ça me fait mal au cœur comment je vois mon pays. On s'est fait trahir par nos frères. Moi, j'aimerais bien me développer chez moi. J'aimerais bien être avec ma famille. Trahi par qui, Samir? Là, tu dévies un petit peu. Là, t'es en train de changer là. Trahi, c'est-à-dire, tu parles de trahison de tes frères, c'est-à-dire, précise ta pensée, s'il te plaît. Non, le pouvoir là qui nous a trahis, qui nous a mis comme ça, qui nous a mis n'importe qui des insultes. Moi, je serais là que je serais faire m'insulter par la nièce Marine Le Pen, par l'autre CNews là. Moi, je veux pas me faire insulter. J'aimerais bien être chez moi. Moi, malgré si je suis insulté par mes frères, je m'en fous. Mais pas par on a dans les chaînes, n'importe quoi là. Moi, quand même, il faut avoir un peu la fierté. Quand même, de temps en temps, il faut se demander elle est où la dignité? Elle est où la dignité? Elle est où la fierté? Elle est où la dignité? Il faut avoir de temps en temps des principes. Parce que nous, moi, je suis né en Kabylie. À Tijdar, moi, j'avais des principes. Mes parents, ils ont des principes. Nous, on était des Algériens, on restera des Algériens. On a défendu l'Algérie, nos parents, ils ont défendu l'Algérie. Qu'est-ce que tu penses, Samir? Qu'est-ce que tu penses de Farhat Mehni, de son passeport kabyle? Forcément pas d'accord. Farhat Mehni, pourquoi il est arrivé jusque-là? Moi, je dis franchement, de temps en temps, je me demande à Christophe. Moi, j'ai vu en Kabylie, tu vois toute la misère, tu vois tous les jeunes là qui veulent se développer. On voit un système qui a pris 1000 milliards, il les a jetés, il les a donnés aux voyous. Ils ont ramené l'argent d'Algérie pour acheter des appartements. Là, ça fait la rage. Comme, de temps en temps, il faut avoir des gens comme ça pour bouger cette mafieux là qui nous dirige. Mais bien mal acquis, oui. Des gens comme ça. Bon, et Farhat Mehni, selon toi, pourrait faire avancer les choses? Oui, franchement, il a avancé beaucoup de choses en Algérie. Pourquoi je vais dire ça? Moi, je suis beaucoup en Algérie. Non, je peux pas laisser dire ça. Laisse. Non. On peut pas laisser dire ça de quelqu'un qui cherche le séparatisme, qui cherche clairement, on va faire simple. Lui, il veut l'indépendance de la Kabylie. C'est ce que tu veux depuis tout à l'heure. Tu nous parles d'être algérien. Kabylie, c'est une région. La Kabylie, c'est pas un pays. Arrêtez vos conneries avec cette. Moi, à Christophe, je suis dans ma famille de Tlemcen. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est de la blague. Tout ça, c'est de la blague. Non, c'est pas de la blague, c'est des faits, Samir. Arrête. On le connaît parfaitement. Farhat Mehni a été reçu en grande pompe en Israël. D'accord? Il a été reçu dans un tapis rouge en Israël. Ce mec est un traître. Mais le problème, Farhat Mehni, il est reçu en Israël avec tout ça. Mais franchement, vous voulez qu'on dise quoi? Regarde. Je sais pas, dénoncez-le. Déjà, vous, les Moi, premiers, dénoncez-le sur un truc. Je voudrais intervenir sur un point, justement. Vas-y, Gamal. Non, mais pas moi, il y a des trucs que je peux pas entendre, quoi. Faut arrêter, quoi. Oui, non, mais là, je comprends ce que dit Samir. Il se trompe parce qu'il ne connaît pas Farhat Mehni. S'il savait ses discours en France, il reste chanteur, mais c'est tout. Oui, mais très raciste. C'est des propos racistes qui sont tenus en permanence. Bien sûr, évidemment. Samir est algérien, il l'a revendiqué, donc il n'a pas de problème avec l'identité algérienne. Le truc, il faut comprendre, c'est une chose, quand même, mettez le doigt sur ce qui est incroyable. Il dit, je quitte, il devait être hétiste en Algérie, donc c'est-à-dire qu'il tenait les murs. Je quitte l'Algérie pour arriver en France et pour faire il monte une société, quand même, de transport, donc c'est pas un feignant, c'est un bosseur. Et c'est bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire que le gars, potentiellement, si on l'avait laissé travailler en Algérie, il aurait bossé. Et quand quelqu'un part de son pays, n'oubliez pas qu'il est né là-bas, qu'il a vécu 23 ans. Quand on part de son pays d'origine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une douleur, c'est un arrachement, c'est jamais un plaisir. Je pense qu'effectivement, et là, il faut le souligner, s'il peut revenir en Algérie, et je pense que les conditions, Inch'Allah, vont se réunir bientôt, s'il peut revenir, il y reviendra avec le sourire. Et je ne crois pas qu'un seul expatrié soit heureux de vivre dans un pays qui n'est pas le sien parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. Bien sûr. Ça, c'est une chose. En tout cas, merci Samir. Ouais.
Voilà, il est un peu maladroit, mais je comprends ce qu'il veut dire. Juste pour finir. Allô? Oui, Samir, vas-y. Moi, je voudrais dire, moi, si demain l'Algérie, moi, je peux vous donner 4 ans, je peux devenir encore brave en Algérie. Moi, j'ai fait une fortune d'argent ici, comme je vous avais dit, moi, j'arrive d'Algérie, je maîtrise pas bien la langue, j'arrive à me développer, franchement, bien. Si ça fait en Algérie, je peux me développer, je peux devenir comme un brave. Inch'Allah, Inch'Allah. Après, l'issue de l'Arabra, peut-être pas la même issue, hein. On ne te la souhaite pas. Merci, Samir. En tout cas, il faut le féliciter de son courage, de son travail et de la belle image qu'il véhicule du peuple algérien, qui est un peuple courageux, travailleur, et qu'on stigmatise souvent en montrant des énergumènes qui ne représentent personne et qui, en plus, qui ne sont pas algériens parce qu'ils sont français. Linda, conclusion de ce débat. La conclusion de ce débat, c'est que, je me répète, hein, il faut être fier de ce qu'on est. Et si on a du mal avec ça et on essaye de séparer, on n'est jamais que ce qu'on est. Faut le transformer en chance et en opportunité. Et de toute manière, on sera jamais considéré d'une part ou de l'autre. Vous voyez, la dernière fois, quand je suis intervenue, il y a une dame qui a écrit, là, en direct live, apparemment vous êtes en direct live, et puis elle a écrit, parce que j'ai regardé en replay, elle a écrit, Linda, c'est l'exemple parfait de l'arabe qui est monté et qui regarde les autres de haut avec arrogance. Non, c'est pas le cas, parce que moi, alhamdoulilah, j'ai un travail, je suis bien, mais moi, mon but à moi, c'est de tirer ma communauté vers le haut. C'est pas de la rabaisser, c'est juste de la tirer vers le haut. Et si par la tirer vers le haut, je vais prendre sur mon dos des critiques, c'est pas grave. Mais il y a un moment où il faut arrêter comme ça de se tirer dans les pattes et penser que sous prétexte qu'on est un rebeu qui a réussi, on est un vendu, on est francisé. Voilà, c'est le terme aussi qu'elle a utilisé pour me qualifier quand même en direct live. Donc moi, ça m'a vraiment blessée parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas et je trouve ça dommage. Merci Linda, je t'embrasse. Voilà. Je t'embrasse, ma Linda. On peut répondre à Linda? Non, t'as pas le temps, il y a la pub. Tu pourras lui répondre sur Facebook. Linda, tu peux te connecter sur Facebook, il va te répondre, le Gamal. Merci, je t'embrasse. Au revoir. Dans un instant, on est de retour avec un nouvel invité, Christian Fautré, puis il faudra qu'on parle des sujets quand même que j'avais prévus. Là, Abdel, il a foutu le bordel dans mon conducteur de l'émission aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien, à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Absolument pas prévu cette histoire de débat sur les origines, sur tout ça. Mais bon, c'est aussi ça. Le direct, c'est ça. C'est vous qui faites un petit peu l'émission, on prévoit des trucs, on y travaille toute la journée, puis vous venez. Et puis voilà, ça change tout. Mais et voilà, la belle histoire, il est en train de préparer un truc, ça va être ratable. Ouais, la belle histoire, là, attention, il est aux aguets. Tu sais qu'il faut pas le déranger. Hein. Il s'est enfermé à clé. Il a interdit à tout le monde de l'appeler. Il s'est mis en mode avion. Et il est prêt à nous faire la synthèse de l'émission. Gamal, tu vas kiffer. Je te jure que tu vas kiffer. Je te connais, mon Gamal. L'idée me plaît déjà. Sérieusement, je réitère mon appel. Hein, c'était sérieux. Hein. Si vous voulez passer de la pub pas chère, parce que comme on est sur Facebook, on va vous faire un prix d'amis, bien évidemment, les amis. Donc, n'hésitez pas, vous nous contacter en message privé ou vous appelez la radio, vous appelez DJ Nabil. D'ailleurs, il faudra qu'on rappelle Samir. DJ Nabil, apparemment, Samir, il est blindé, il a dit. Donc, il faut qu'il nous aide un petit peu, nous, s'il veut qu'on continue à diffuser la liberté d'expression. Ouais, mais il veut terminer comme Rablab. On sait comment il a terminé. Ouais, mais bon, en attendant. Il a terminé, Rablab. Il est sorti de prison. Oui, mais il a fait quand même un petit séjour en prison, quand même. Oui, mais dis-moi, mais maintenant, c'est l'homme le plus riche d'Algérie et il vient de mettre la main sur Kia, sur un constructeur automobile. Donc, ça va. Non, il cartonne, là, c'est vraiment le carton. Non, ils sont bons, les Algériens. Juste pour répondre à Linda, pour remettre un peu les poignets à l'heure, elle a raison sur un point et je lui donne raison. Je me rappelle du débat qu'on avait eu il y a quelques semaines. Il y avait Rudy Kazi et toi, la semaine dernière. Oui, voilà. Donc, pour répondre, moi, je suis fier des Algériens, Algériennes et Maghrébins en règle générale qui réussissent et qui, par leur exemple, montrent une certaine position positive. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire la promotion de personnes comme elle, de Meurant, et il faut être capable de leur dire merci. C'est pas parce qu'on a réussi qu'on est francisé, ça veut rien dire. Réussir, ça va pas dire se franciser. Réussir, ça veut dire bosser, c'est tout. Et tout le monde peut réussir, d'ailleurs, parce que ceux qui réussissent sont asiatiques, chinois, européens, américains, c'est pas le propos. Maintenant, il faut être capable de valoriser les gens qui réussissent, effectivement, et je la soutiens de 200%, quoi qu'on en dise. Bon. Alors, les amis, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça s'est débloqué un peu les commentaires, mon Philippe, là? Les partages sur Facebook, allez-y, qu'on compte sur vous, les amis. Ben, légèrement, ça s'est débloqué. Il y a Miloud. Ben oui. Jamila, excellent Philippe, je valide. Alors, Miloud, le Maroc a ouvert des banques en Europe, pour faire référence à ce qu'il a dit Gamal, en Europe pour avoir le contrôle sur l'argent de la diaspora qui Ce qui n'est pas faux.
Mais il faut qu'on les imite. Mais quand nos frères font quelque chose qui marche bien, il faut qu'on soit fiers de vous avez vu un petit peu cet élan en ce moment des Marocains qui ont retiré tout leur argent des banques marocaines. Il y a eu beaucoup de Marocains qui ont retiré leur argent des banques marocaines. Là-bas, ici. Non, d'ici. Il y a beaucoup de gens qui ont retiré leur argent pour protester un petit peu sur ce qui s'est passé durant le Covid, parce qu'il faut savoir qu'ils cotisent pour une assurance, effectivement, pour le rapatriement. Sauf que quand il s'agit de rapatrier des personnes décédées, on leur a demandé de l'argent supplémentaire. C'était des vrais raquettages. Il faut le dire. Ah oui, mais il faut le dire, mon ami. Tu sais, le Maroc, ça va pas très bien en ce moment. Il faut le dire aussi, les amis. Bon, alors Dounia nous dit c'est une force, la double culture, et montrer le bon comportement et votre réussite. Miloud, qu'est-ce qu'il nous redit? La Tunisie non plus va pas bien. Je le tiens à dire au passage. La Tunisie est très inquiétante. PIB, Maroc. On arrête avec la drogue et le Maroc quand même. Hein. Il y a pas que de drogue. Hein, il y a deux trucs qui sont bien. Il y a le jasmin en Tunisie, il y a l'argan au Maroc. Voilà. Attendez, Philippe Gamal. Ouais. Est-ce qu'on peut être sincère 5 minutes? Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire qu'il y a de la drogue au Maroc? Il y a de la drogue au Maroc ou pas? Mais il y a de la drogue partout. Mais non, mais attends, qui est comment dirais-je, qui exporte producteur de hakik, de cannabis? C'est bien le Maroc, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas le Maroc, il faut être très précis maintenant. Attends, il y a des chantiers de cannabis au Maroc, Gamal. Non, c'est pas le Maroc, c'est la région la plus pauvre du Maroc, qui est le Rif occidental. Peut-être, c'est au Maroc. C'est pas en Algérie. Oui, mais c'est le Rif. C'est une région très pauvre. Ouais, ensuite, il faut être clair aussi. De la drogue, il y en a dans toute l'Afrique du Nord. On parle beaucoup du Rif parce qu'ils sont pauvres. On parle moins du reste de l'Afrique du Nord qui produit aussi de la drogue, malheureusement, comme tout le reste du monde d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Après, d'utiliser cet argument à chaque fois quand on parle du Maroc pour dire non, je ne veux pas ouvrir les frontières parce qu'il y a de la drogue. La drogue, ça n'empêche pas de rentrer en Algérie. Elle est présente en Algérie. D'accord. N'importe quoi. Voilà, bravo Christophe, ça y est, tu nous as énervé. Mais non, mais. D'accord, ouais. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. En live sur Facebook, vous qui êtes à la radio, parce que y a des débats enflammés parfois. Voilà. Il y a Gamal qui cherche la merde, Philippe aussi, puis voilà. Et puis ça y est, ça crée des débats. Ah voilà, c'est tout. Bon. En tout cas, ici, on parle vrai, on parle sincère. C'est ce qui fait la différence avec les autres. Et quand on a des choses à dire, même si c'est gênant, même si ça embête, même si ça frictionne, même si ça, on est là, on le dit, c'est pas grave. On apprend à vivre avec ça, il n'y a pas de souci. On a le droit de dire que Christophe c'est un con, si tant est que ça en soit un. Ça peut arriver que ça ne le soit. Donc ça peut être quelque part une vérité. Voilà, c'est pas une vérité, mais c'est quelque part une vérité. Par contre, je vais te contrer ce que tu viens de dire. Voilà, la fermeture des frontières. Les frontières n'ont pas été fermées pour la drogue, c'est un mensonge. Elles ont été fermées en 1994 par Hassan II parce qu'il y a eu des attentats qu'il a attribués à l'Algérie. Attendez, Gamal, comment tu peux dire que les frontières n'ont pas été fermées par le Maroc? Si, elles ont été fermées en 1994. Merci, d'accord. D'accord. Il ne faut pas refaire l'histoire non plus. Maintenant, si on n'ouvre pas les frontières, ce n'est pas pour un problème de drogue. Non, absolument. C'est un problème politique. Il y a un rapport à la fierté, les Algériens n'ont pas supporté qu'on leur ferme la frontière. C'est tout. Ouais, voilà, mais c'est avec la drogue. La drogue n'est pas un problème. C'est un peu plus compliqué que ça, mais. C'est un prétexte, évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon. Tu sais, l'Afghanistan. Frontières fermées ou pas. Vas-y, Gamal. L'Afghanistan est le principal producteur de drogue au monde. L'Iran fait la guerre aux trafiquants dans le nord de l'Iran parce qu'ils sont frontaliers. Pour autant, la drogue circule à plein régime. Ce n'est pas un problème de drogue. Le problème du Maroc et de l'Algérie, c'est un problème politique qui doit être réglé. Et le jour où ces deux pays auront l'intelligence, a priori, il y a des pas qui sont en train de se faire, de se mettre d'accord, là, on va commencer à avancer pour le Maghreb. Parce que le Maroc et l'Algérie, c'est les poids lourds du Maghreb. Tout le reste, à côté, c'est marginal. Donc, il faut tout faire pour ces deux pays. Sympa pour les Tunisiens. Ah, ils sont petits, les Tunisiens, c'est triste à dire. Il faut voir le PIB du Maroc et l'Algérie, c'est 350 milliards. Comment voulez-vous que je m'en sorte avec des mecs comme ça? Comment voulez-vous que je m'en sorte? Ça y est, bravo. Attends, il y a le distributeur Boga qui vient de m'envoyer un SMS. Il annule sa campagne de pub. Bravo. Non, mais par contre, on est très inquiet pour la Tunisie, je vous cache pas, les amis. Je vous cache pas, on est très inquiet. Il y a eu des scènes de guérilla à Tataouine. C'est très inquiétant ce qui se passe. Il y a la Libye. Il y a le président qui est venu à Paris hier. Le président Kais Saïd. On en reparlera d'ailleurs dans un instant. Avant d'accueillir notre invité, il faut qu'on parle aussi de ce qui s'est passé à Stein avec cette vidéo que je vous propose de regarder et de commenter avec nous. Traoré, la fresque qui crée la polémique. Ça se passe à Stein, les amis. Tout simplement une peinture murale qui se retrouve tout simplement au cœur des tensions. Regardez ce reportage et on le commente juste après. C'est un duel qui se joue à distance.
D'un côté, les policiers du syndicat Alliance de Seine-Saint-Denis. De l'autre, les partisans du collectif La Vérité pour Adama. Et en jeu, fresque dessinée sur ce mur dans le centre-ville de Stein. Vous pouvez en tout cas admirer la fresque, elle est là, elle ne bougera pas. Une peinture réalisée il y a quelques jours en hommage à George Floyd, ce noir américain mort en mai dernier aux États-Unis, et Adama Traoré, ce jeune homme décédé en 2016 lors de son interpellation par les gendarmes. Le problème pour les forces de l'ordre, ce n'est pas tant le dessin, mais plutôt la légende, assez explicite, contre le racisme et les violences policières que sont venus dénoncer ces militants. Aujourd'hui, on nous entend. Il y a quelques années, on ne nous entendait pas. On en parlait avant les Gilets jaunes. On entendait parler de violences policières, mais on ne nous prenait pas au sérieux. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés être nos gardiens de la paix nous tuent. Donc il faut que ça cesse. Des gardiens de la paix en colère. À l'origine, c'est le syndicat Alliance du 93 qui avait appelé à la mobilisation au pied de cette fresque. Mais finalement, ils ont cédé leur place au comité La Vérité pour Adama. Des dizaines de militants qui ont répondu au message d'Assa Traoré, désormais gardienne du mur. Leur mémoire doit être respectée. Si il y a une tache de peinture, si cette fresque disparaît, si une lettre disparaît, le seul responsable, en tout cas, ça sera les syndicats de police alliancés. On ne laissera pas faire. On ne laissera pas, en tout cas, la vie de nos frères et de n'importe quelle personne morte entre les mains des forces de l'ordre se laisser bafouer, se laisser salir par les forces de l'ordre et surtout par le syndicat de police Alliance. Le syndicat, qui lui s'est réuni à une dizaine de kilomètres de là, à Bobigny, devant la préfecture. Il y a une vraie solidarité sur ce département entre tous les collègues. Merci à vous. Une petite délégation d'entre eux a même été reçue par le préfet. Et à la sortie, ils sont satisfaits car ils ont obtenu gain de cause. On a une police qui a l'image de notre population, qui est loin d'être une police raciste, qui est loin d'être une police violente. On œuvre au quotidien sur des secteurs qui sont très difficiles. Stein en fait partie. Il ne doit pas y avoir d'amalgame entre le racisme et les violences policières. Surtout pas, déjà en l'occurrence au niveau national, mais encore moins en Seine-Saint-Denis. Voilà. Car ce qui les choque, c'est l'inauguration de cette fresque par le maire de la ville le 18 juin dernier, qu'ils ont pris comme une provocation et une stigmatisation de leur fonction de policier. On ne peut pas prétendre que la police est raciste, que les policiers commettent des violences illégitimes. C'est inacceptable et c'est intolérable qu'un élu de la République puisse accepter cela sur un bâtiment de sa municipalité. Et c'est l'une des raisons pourquoi il nous a dit « je mettrai tout en œuvre jusqu'à ce que ce mot policier soit retiré ». Un mot qui doit être effacé et une confiance renouvelée, celle du préfet à l'ensemble des forces de l'ordre du département. Voilà pour ce reportage, donc pour cette fresque qui crée la polémique à Stein. Le maire de Stein s'appelle Azdine Taibi. Et je vais poser la question d'ailleurs à notre invité, Christian Fautré, maire de Champigny-sur-Marne, qui est avec nous au téléphone, que je salue. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que vous auriez été capable de faire comme votre collègue Azdine Taibi, d'installer une fresque dans votre ville pour justement dénoncer cette violence policière? Question difficile, je vais être très franc avec vous. Parce que aujourd'hui, la question des violences policières, bien évidemment, doit être traitée. Et moi, je crois qu'il faut faire en sorte que le débat ait lieu et que toute notre société s'interroge sur le pourquoi de toutes ces violences qui ont lieu aujourd'hui dans notre société. Il y a celle des policiers, il y a celle quelquefois dans l'entreprise, il y a celle aussi dans la société tout court, dans les quartiers, dans les rues, dans les cages d'escalier. Et donc, moi, ce qui m'amène... Alors, je ne veux pas hiérarchiser ce qui est plus grave ou le moins grave. Mais ce qui m'inquiète comme élu local, c'est la montée, la multiplication d'actes de violence. Et je suis en campagne électorale depuis plusieurs mois. Et il est vrai que, bien évidemment, le fait de rencontrer beaucoup d'habitants dans des quartiers très différents, il y a une question qui revient souvent, c'est évidemment les incivilités, les violences, le fait que des cages d'escalier, des rues, des groupes d'individus, par leur présence, en imposent, si je puis dire. Et donc, ça aussi, ce sont des actes de violence. Et comment on fait en sorte, ensemble, de s'interroger, qu'est-ce qui fait que dans notre société, on en arrive à une telle situation? Tout le monde se plaint, les jeunes, les moins jeunes,
tout le monde se sent mal à l'aise autour de ces questions. Et donc, oui, les violences policières sont inacceptables, bien évidemment. Elles sont Monsieur pas... Fautret, maire de Champigny-sur-Marne, effectivement, vous êtes maire donc de cette ville et vous allez vous allez vous présenter auprès de vos habitants au second tour le 28 juin dernier. Le premier tour, après analyse, finalement, c'est plutôt, vous êtes en ballottage favorable, on peut dire. En ballottage favorable, en tous les cas, nous avons réussi alors le deuxième tour a été plus long que l'habitude, et donc nous avons été capables. Notre liste est celle conduite par des citoyens, conduite par M. Mamadouci. Nous avons été capables, après discussion, de pouvoir nous mettre autour d'une table et d'en arriver à fusionner nos deux listes. C'est évidemment un avantage certain, d'autant plus que la tête de liste en face, la tête de liste que je suis, M. Jean-Jeanne, n'a pas réussi, lui, à capter, si je puis dire, la liste de Mme Nguyen, qui est une de ses anciennes colistières, et de celle de M. Schmitt, qui, lui, est des têtes de liste dans la liste République En Marche. Donc, évidemment, oui. Oui, et votre concurrent aussi qui a fait des alliances un petit peu contre nature, on peut le dire. En tous les cas, je ne l'ai pas entendu dire qu'il n'accepterait pas les voix du Front National. Donc, voilà, pour faire allusion à cela. Qu'il des mots en consent. Dis mon consent. Alors, monsieur le maire, un petit mot quand même, parce que vous êtes resté maire, bien sûr, depuis le premier tour de l'élection municipale. D'abord, avant de parler de la crise sanitaire à laquelle vous avez dû faire face, comme beaucoup de maires en France, comme tous les maires, qu'est-ce qui a manqué finalement pour que ça ne soit pas bouclé au premier tour, monsieur Fautret, pour vous? Voilà, grande question qui mériterait beaucoup de minutes, voire d'heures. Je crois qu'effectivement, il y a un cumul de problématiques. Alors, il est évident que l'abstention dans notre pays est forte depuis très longtemps. Ouais. Les élections municipales étaient un peu moins touchées par cette abstention. Malheureusement, il est vrai que la situation sociale et économique de ces 10-15 dernières années ne s'est pas améliorée, et y compris, même s'il y a un attachement fort au maire, quel qu'il soit, il n'en empêche pas moins que du même coup, on se déplace. Le fait d'aller voter devient de moins en moins automatique et normal. Et en plus, il faut le dire, et tous les jours, je rencontre des électeurs et des électrices qui me disent, monsieur le maire, et ils sont sincères, je ne suis pas allé voter à cause du Covid-19. Donc c'est aussi un élément supplémentaire qui est venu s'agréger à un phénomène d'abstention qui d'ailleurs me pose une vraie question démocratique dans notre pays. Comment avez dû faire face, vous avez fait face, pardon, voilà, je vais y arriver. Comment avez-vous fait face à cette crise sanitaire en tant que maire, justement? Ce fut compliqué, difficile. Certains d'ailleurs disent, notamment les concurrents, que les maires sortants en ont profité pour faire campagne. Ça a été le cas, franchement, monsieur Fautret? Profiter, c'est surprenant de dire ce mot. C'est vrai, je l'entends beaucoup, voire on aurait été électoraliste, mais à l'instant, est-ce que les mêmes personnes, si nous n'avions rien fait, est-ce qu'on aurait redoré le blason des maires? Je ne pense pas. Les maires se doivent de réagir dans les situations quelles qu'elles soient. Et celle-ci était d'une exceptionnalité rare. On n'a jamais connu ça en son temps. Et donc, il se fait que la pandémie s'est déroulée entre deux tours. Je n'y peux rien, je ne suis pas responsable. Mais par contre, je n'aurais pas été responsable si je n'avais pas écouté quelquefois le désarroi de familles qui se retrouvaient, par exemple, au bout de 15 jours de confinement, en difficulté pour acheter ne serait-ce que des fruits et des légumes. Parce que leurs enfants, pour beaucoup, ne vont pas manger à la cantine à un prix défiant toute concurrence. Les personnes isolées, on ne peut pas seulement faire un constat et lorsqu'il y a une crise, se dire les personnes isolées, je ne dis rien parce qu'il y a un deuxième tour. Non, nous avons décidé, lors d'une cellule de crise, d'appeler tous les jours 700 personnes isolées. Parce qu'elles sont justement isolées et qu'elles ont besoin absolument de ce lien social qui a été possible grâce à l'action des élus locaux et du maire. Monsieur Fautret, profitez-nous.
Oui, alors deux petites questions, parce que le temps qui nous est imparti est un peu plus rapide qu'au premier tour, forcément. On est en campagne électorale, on arrive presque au bout. Bien entendu, ça devrait le faire dimanche pour vous, Monsieur Foutret. Normalement, après, c'est les électeurs de Champigny qui vont se déplacer et qui vont faire le bon choix. Cependant, quelle sera votre première décision? J'ai eu à vous poser cette question pour voir si ça n'a pas évolué et pas changé. Quelle sera votre première grande décision si vous êtes réélu maire le 28 juin prochain à Champigny-sur-Marne? C'est difficile de prendre une première décision, c'est tout important. Il est clair qu'il faut créer les conditions déjà avec l'équipe rassemblée qui est diverse. La diversité est une richesse, mais il faut faire en sorte qu'elle fonctionne bien. Et donc, le premier acte que je veux faire avec la municipalité réélue dans sa diversité, c'est créer les conditions d'une manière de travailler qui se fera autour de la transparence et surtout la co-construction. Je suis sûr, et j'en suis certain, on ne pourra pas réussir dans le contexte aujourd'hui, on ne pourra pas réussir sans mettre en tas, si je puis dire, excusez-moi du terme, à la fois les agents du service public territorial, les habitants. C'est à ce prix-là que nous réussirons à avancer dans le domaine social, économique, dans le domaine du centre-ville, la sécurité, la tranquillité publique, la question de l'école, la question du sport et des loisirs, la question de la culture. Je pense que de plus en plus, les conditions sont difficiles, les conditions d'exercice sont difficiles. Et on est plus fort ensemble que seulement déléguer à des élus. Voilà, vous avez été élu, faites. Oui, mais nous réussirons en se tournant tout le temps vers les habitants, parce que c'est pour eux qu'on agit et c'est avec eux qu'on agira et c'est avec eux qu'on réussira. Petite parenthèse, j'en profite qu'effectivement Champigny est une terre de sportifs et j'en veux pour preuve que les deux finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, les deux entraîneurs sont issus de Champigny. Voilà, Monsieur Jamel Belmadi entre autres aussi que vous connaissez tous. Et voilà. Alors dernière question, Monsieur Foutret. Là, c'est aux électeurs directement de Champigny que vous vous adressez. Pourquoi ce 28 juin prochain, il faut glisser le bulletin Christian Foutret dans l'urne? Pourquoi, Monsieur le maire? Champigny est une ville populaire, solidaire, et si on veut qu'elle le reste ainsi, il faut que les habitants se mobilisent. Je crois qu'ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris ce que font les élus de droite. Nous sommes, excusez-moi du terme, encerclés par des villes dirigées par des élus de droite. La solidarité n'existe pas de la même façon. Et les habitants ont bien mesuré, dans cette période de crise exceptionnelle, ont cru, ont compris ce qu'était une municipalité de gauche qui porte dans son ADN la solidarité. Et donc, j'en appelle aux habitants à se mobiliser. Je crois qu'ils l'ont bien compris. Tous les jours, je rencontre des hommes et des femmes qui m'ont dit « Monsieur le maire, nous ferons tout pour que la droite ne gère pas la ville de Champigny. » Merci, Monsieur le maire. Christian Foutret, à très bientôt et bonne chance pour dimanche. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Bon, petite réaction, Gamal, sur ce qui se passe à Stein, sur cette fresque qui crée la polémique. On a vu le reportage il y a quelques instants. Il y a deux choses. La première, c'est que la question des violences policières se pose pas quand on parle des gilets jaunes. Il y a bien des violences policières, mais dès qu'on ajoute le terme raciste, là, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il y a une négation du caractère potentiellement raciste des violences. Et malheureusement, quand des policiers interviennent et disent sale bougnoule, grouille, toutes ces gentillesses ou sale nègre, bref, on les a entendues, ces choses-là. Apparemment, il y a même un responsable de la police qui a osé dire que finalement Bamboula, c'est pas raciste, aussi c'est raciste, et ça se pose. Ensuite, malheureusement, la communication de Assa Traoré est un peu faiblarde parce qu'elle s'expose dangereusement dans des propos qui sont extrêmement orienté et extrêmement accusateur. Quand elle dit, par exemple, que s'il y a la moindre dégradation de la fresque, ce sera Alliance qui sera mise en accusation, elle fait une erreur. Elle ne devrait pas dire ça parce que ça peut lui coûter. Donc, il faudrait peut-être que ses conseillers lui rappellent qu'il faut être très réservé quand on explique les choses. Elle peut dire il ne faut pas dégrader la fresque, et elle a raison, mais il ne faut pas accuser des gens parce que là, elle peut avoir des problèmes avec la justice et avec la police en particulier. Et pour finir, j'ai vu la manifestation des fonctionnaires de police. Ils étaient ridicules. Le problème en France, c'est que tant qu'on n'aura pas accepté l'idée selon laquelle il y a, dans le corps de la police, et dans tous les corps constitués de la société en règle générale, des racistes, des gens, il y a quand même 35% de gens qui votent Front National, ils ne sont pas tous racistes, mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite dimension raciste. Tant qu'on n'aura pas
régler la question de dire il y a un racisme, il faut en sortir, il faut régler ce problème, il faut une bonne fois pour toutes éradiquer la question du racisme, tant que ce ne sera pas reconnu, et ce n'est pas reconnu par personne dans les décideurs politiques et dans les médias. Tant que ce ne sera pas fait, le problème ne sera pas réglé et ça continuera à pourrir. Donc il faut régler ces questions-là. Au cœur de l'actualité aussi, une autre affaire, mesdames, messieurs, l'affaire Cédric Chouviat, cet homme donc interpellé le 3 janvier 2020 à Paris. Il a été interpellé, il est mort, puisque visiblement interpellé d'une violence inouïe. Et on se rappelle d'ailleurs que les policiers avaient, devant l'IGPN, déclaré ils ont été insultés par Cédric Chouviat, alors que les enregistrements de la nouvelle expertise prouvent tout à fait le contraire. Ce sont plutôt les policiers qui ont été insultants envers lui. Et surtout, ce qui est terrible, ça a duré 22 secondes. Et en 22 secondes, il a eu le temps quand même de prononcer 7 fois le mot « j'étouffe ». Une affaire révélée par Le Monde et Mediapart. Reportage. À la une de la presse française, notamment ce matin, il y a ces révélations du journal Le Monde et de Mediapart sur les circonstances de la mort en France de Cédric Chouviat. Il était décédé lors d'un contrôle routier qui avait dégénéré. C'était au mois de janvier dernier à Paris. Le journal et le site d'information ont eu accès aux enregistrements du téléphone du livreur, des bandes vidéo sur lesquelles on entendrait clairement l'échange entre Cédric Chouviat et les 4 policiers à l'origine de son arrestation, notamment ce qu'il leur aurait dit après avoir été plaqué au sol sur le ventre et selon un témoin immobilisé par une clé d'étranglement après que ces échanges avec ces policiers se sont envenimés. On est quelques instants avant que Cédric Chouviat, victime d'une fracture du larynx, perde connaissance, quelques minutes avant qu'il soit transporté à l'hôpital dans le coma où il est mort 2 jours plus tard. J'étouffe, répète-t-il à 7 reprises, une phrase qui n'est pas sans rappeler celle prononcée par George Floyd le 27 mai à Minneapolis, selon Mediapart. En France, comme aux États-Unis, ces techniques policières asphyxient. En France, comme aux États-Unis, des policiers peuvent entendre des personnes étouffées et appeler à l'aide sans réagir, s'indigne le site. Les 4 policiers, Damien, ont été placés en garde à vue hier et ils risquent d'être éventuellement mis en examen pour homicide involontaire. Il devrait même être poursuivi normalement, Gamal, si on en croit cette affaire, parce que là, pour le coup, ça dure 22 secondes, j'étouffe, clé d'étranglement et la mort qui s'ensuit derrière. Là, il y a meurtre. Oui, il y a meurtre. Il faut faire attention aux qualificatifs. Évidemment, ils ont tué un homme. Ça ne se discute pas. La méthode d'étranglement est une méthode sauvage qui, malheureusement, continue à être appliquée et ne sera pas retirée du manuel d'instruction de la police, même s'ils en ont parlé. Mais en vérité, ce pauvre homme qui était un travailleur, c'est un livreur quand même, c'est pas un voyou, qui portait une petite barbe et il se trouve que manque de peau pour lui, il était marié avec une Algérienne. Ça, encore une fois, c'est un hasard de l'actualité peut-être. Il se trouve qu'il était tué par des violences policières. Alors là, ils ne peuvent pas retenir les caractères racistes, mais par contre, la sauvagerie, elle est établie. Et ces policiers sont des menteurs, c'est des parjures. Ils ont osé dire devant l'IGPN, j'espère pour l'IGPN qu'elle fera vraiment le travail et que l'avocat qui sera en face sera en mesure de rappeler qu'ils ont menti. Ces policiers méritent de la prison ferme pour avoir non seulement menti, mais surtout, et c'est plus grave, avoir tué un homme à main nue. D'accord, à main nue, c'est pas une arme à feu, c'est pas un accident. Ils ont pris le temps de l'étouffer et de faire croire après qu'ils les avaient insultés. Donc apparemment, c'est une méthode très classique de la police. Quand vous commencez à vous rebeller, entre guillemets, si vous n'êtes pas d'accord avec la sauvagerie qui est en face de vous, de certains policiers évidemment, immédiatement, on vous met tout de suite de tout un tas de charges et d'accusations possibles pour dire que vous obstruez la justice, que vous commencez à faire une sorte d'incivilité, quoi. Il y a un terme précis que j'ai oublié. Pour dire quoi? Pour outrage et rébellion. Comment? Outrage et rébellion. Outrage, voilà, c'est le fameux outrage. Alors, outrage à Dieu. On a l'impression que ces types-là sont des dieux. Moi, je pense que le seul moyen pour en finir avec cette barbarie de certains policiers, encore une fois, pas tous, c'est que les caméras soient obligatoires. On est au 21e siècle et ces guignols continuent de dire on met pas la caméra quand ça nous chante. Non, les caméras lors d'une interpellation doivent être obligatoires pour 2 choses. Pour protéger la personne interpellée et pour protéger le policier s'il est honnête. Or là, s'ils ne veulent pas de caméra, c'est qu'ils veulent continuer à jouer le tir au lapin, s'amuser, étrangler, bousculer, taper parce qu'ils sont entraînés pour ça, certains d'entre eux. Donc, il faut effectivement que ces policiers soient poursuivis pour meurtre. C'est un meurtre, effectivement, mais on va appeler ça. Ah oui, c'est un meurtre, Gamal. Pourquoi tu prends des... homicide involontaire parce que l'intention n'est pas... Le but, c'est pas de le tuer. Mais ils l'ont tué, donc il y a bien un homicide. Excuse-moi, quand tu as un mec en dessous de toi qui te dit j'étouffe à 7 reprises, si tu continues à persister, tu fais quoi? Là, t'es quand même. Oui, mais qualificatif, c'est homicide involontaire. C'est pas. Ouais.
Ils ne se connaissent pas au départ. Tu peux pas parler de meurtre parce que l'intention n'est pas établie. L'homicide involontaire est établi. Ils vont être poursuivis pour ça. Et ils doivent faire de la prison pour ça parce que de toute façon, leur action a conduit à la mort d'un homme sans raison. Voilà. C'est au pénal que cette affaire doit se régler et c'est pour ça qu'on rappellera ici jamais assez, sous les hauts conseils de Maître Maghrébi, qui nous disait si vous avez un problème avec la police, si vous êtes victime d'une violence policière, il ne faut pas saisir l'IGPN, ça ne sert à rien, mais il faut attaquer au pénal, saisir le procureur de la République. Et il y a comme ça que vous pourrez obtenir punition des policiers si tant est qu'il y a eu débordement, bien entendu. Alors, un petit mot, on n'aura pas le temps de passer au reportage parce que ça passe très vite. Macron qui a reçu Kais Saied hier, le président tunisien qui est venu à Paris dans une visite de travail. Et Macron en a profité pour dénoncer le jeu dangereux de la Turquie, en particulier en Libye. Est-ce que la Turquie joue un jeu dangereux, selon toi, Gamal? Moi, je pense que la France joue un jeu dangereux. Qu'est-ce qu'elle fait en Turquie, en Libye? Ça a commencé par l'assassinat de Kadhafi, le viol de l'assassinat. Oui, non, mais non, avant ça. Ça commence par M. Sarkozy qui fait violer et assassiner Kadhafi en laissant des troupes qui sont parfaitement aguerries localiser Kadhafi et le faire assassiner toute son équipe. Voilà. Et il a été violé, il faut le rappeler, parce que ça, c'est bien qu'on passe par pets et profits, mais il a été violé avant d'être assassiné, lâché par une foule barbare, sous le regard complaisant des autorités françaises. Ensuite, les Français ils veulent gratter le pétrole libyen et le gaz. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent sur le plan. Il y a beaucoup de monde. Oui, mais les Français étaient aux avant-postes. C'est quand même Sarkozy qui initie la guerre. Il se venge. Il a passé 10 milliards de contrats, il y va. Et aujourd'hui, M. Macron, qui prétend être le président des Français, vient sur un territoire pour lequel il n'a aucun droit, aucun mandat de l'ONU, aucun droit légal, je veux dire. La France n'a pas mandaté pour ça, le Parlement ne lui a pas donné le pouvoir de faire, et il maintient les forces françaises là-bas. Il y a eu des soldats qui sont morts, je le rappelle. Ensuite, on dit les Turcs sont là-bas. Ils sont au même titre que les Français, ils défendent leurs intérêts, parce que les Turcs ont fait tomber Kadhafi aussi, je le rappelle, et que chacun se partage d'un côté les frères musulmans, les Turcs, et de l'autre côté les courants wahhabistes, égyptiens, et soutenus par la France. Je rappelle que la France soutient quand même des courants radicaux, et surtout, c'est intéressant de se rappeler que Haftar, qui a vécu 30 ans aux États-Unis, à 30 km de l'anglais, donc à 30 km du siège de la CIA. Sarraj, qui est l'allié de la Turquie, idem, c'est un agent américain aussi. Non, la différence notable, c'est que Haftar est un agent de la CIA, c'est pire. Il a une nationalité américaine. C'est vraiment le produit parfait. Et en plus, je rappelle que Sarraj a été élu. Haftar est un dictateur qui veut prendre le pouvoir par la force. Donc, et je rappelle qu'Haftar a menacé l'Algérie. Moi, en tant qu'Algérien, ça passe pas. Je veux qu'il soit liquidé. Et là, aujourd'hui, les Égyptiens menacent cette bande de lâches. Je parle des dirigeants, pas le peuple, évidemment, menacent d'attaquer les Turcs s'ils écrasent leur petit chouchou Haftar, parce que c'est incapable, n'a pas su faire face aux Turcs. Et je dis simplement, j'espère pour les Libyens que Haftar sera défait sur le terrain, et surtout pour les Algériens, que Haftar ne soit pas aux commandes de la Libye, parce que c'est un dictateur qui va être comme Sisi, qui va être atroce. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'écouter la belle histoire qui va nous appeler dans un instant, 01 40 33 9000, pour passer en direct et nous faire la synthèse de cette émission. Je crois qu'il a eu du boulot aujourd'hui. À tout de suite les amis. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah, la belle histoire. J'espère qu'il va nous appeler, qu'il ne nous fait pas faux bon. T'as des nouvelles, Philippe? Ah, non, moi j'ai pas de nouvelles. J'ai surtout encore moins lorsque l'animateur il dit pas on va envoyer la pub, hein. Bah si, j'ai dit attendez, j'ai pas besoin de dire pub pour comprendre que c'est l'heure de la pub. Ah non, mais Ethan il a bien compris là, je suis surpris là. Tu vois, l'élève est en train de dépasser le maître. C'est ça. Il attend toujours vos dons, un petit ordinateur portable pour Ethan. Ah, et on me dit qu'il est déjà au téléphone, la belle histoire. Ah oui, non mais il est très ponctuel. Il dégaine. Et on me dit qu'il est chaud. Il est chaud. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça dit sur Facebook, mon cher ami Philippe Boyaki? Les spectateurs qui nous regardent, le fan club de Gamal est-il encore au rendez-vous? Évidemment, Jamila Gamal, le magnifique. Le magnifique, c'est possible. C'est gentil. Moi, je pense que c'est trompé, elle veut dire le maléfique, mais bon. C'est peut-être Belmondo, le maléfique. Regarde autre chose. Ah, voilà. Au moins, Gamal, c'est de quoi il parle. Mohamed Haït. Waouh. L'Afghanistan, c'est l'opium. Je te rappelle tout à l'heure le débat que vous avez lancé. Mais bizarrement, les commentaires sont vraiment d'un seul coup raccourcis. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Des choses étranges, peut-être. Mark Zuckerberg, please. Zuckerberg. Voilà, Facebook. My friend. Non, mais ils font ce qu'ils veulent, Facebook, faut le savoir. On n'a qu'à écrire. On n'a qu'à créer un réseau social français, non? Bah oui. Bah ouais. Pourquoi on pourrait pas créer un Facebook à la française? Bah oui, pourquoi pas. Mais ça avait commencé en vérité, hein.
Vous vous rappelez de Multimania ou pas en 2001? Ah, du tout. Multimania, c'était une sorte de Facebook français. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'il y a eu le crack boursier. Je sais de quoi je parle, j'ai retrouvé dedans. Ils nous ont tous emmenés en galère. L'action a été introduite à 250, en fin de journée, elle était à 800 francs, et le lundi matin, elle valait 150. Donc, si tu veux, tous les petits porteurs, on l'a acheté au plus haut, évidemment. Comment il s'appelait le mec à la télé, vous vous souvenez, qui est décédé, je crois d'ailleurs aujourd'hui, qui était un grand spécialiste de la bourse. C'était pas Jean-Pierre Gaillard? C'est Jean-Pierre Gaillard. Oui, Jean-Pierre Gaillard. Oui, Jean-Pierre Gaillard, absolument. Même si tu comprenais rien à la bourse, c'était un rendez-vous et tu suivais le mec parce que Jean-Pierre Gaillard, il imposait le respect, tu vois. Quand il passait à la télé. Aujourd'hui, Danone a fait une très belle acquisition, fusion. Exceptionnel, ce mec. Grâce au. Mais c'est vrai que, alors je veux pas faire mon grincheux nostalgique de base, mais franchement, la télé, la radio, c'était quand même autre chose à notre époque. Je suis désolé, hein. Mais les animateurs, les directeurs d'antenne prenaient un peu plus de risques. Là, aujourd'hui, on prend plus de risques. Tout est formaté. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, on avait des vrais trucs. On passait des soirées devant la radio. C'était magnifique. Il y avait des trucs extraordinaires. Mais Christophe, aujourd'hui aussi, sur France Maghreb de Christophe Le Grand Forum, enfin sur le Grand Forum. Oui, mais il reste que ça. Il reste que ça, parce que nous, on est un petit peu des nostalgiques de cette époque. Et donc, il faut nous aider, chers amis, il faut nous aider en partageant nos publications, dans un premier point, parce qu'on est menacé, il faut dire la vérité, Christophe. Il faut dire la vérité. Il faut dire mais pas de mort, hein, je vous rassure, tout va bien. Enfin, si, t'as été menacé par des mecs du Bétard, toi. Ah oui, non, mais ça c'est... Non, mais ça, là, les danseuses, genre, les danseuses de la Ligue des danseuses juives, là. Mais non! Quoi? Mais dans quoi? Il faut aimer tes ennemis comme t'aimerais tes amis. Ah, mais c'est pour ça que je les aime, moi. Je dis que c'est des danseuses. Je leur donne du crédit. Je veux dire, je respecte les danseuses, moi. On est aimé avec tout le monde grâce à Christophe. Je suis les Marocains, le Bétard, les Afghans, tout y passe. Les Algériens. Non, alors, ne mets pas. Attendez. Ouh là là. C'est quoi ce raccourci pourri, Gamal? Bétard marocain. Non, rien à voir. Mais les Marocains sont mes amis. Non, c'est une blague. Joke. Voilà. Moi aussi, je kiffe les Marocains, pas de problème. Voilà. Le Bétard, un peu moins, tu vois. C'est pas des mecs avec qui j'ai envie d'aller manger au restaurant, tu vois. Ouais, souvent, ils sont d'origine marocaine, algérienne et tunisienne, je le rappelle. C'est des Maghrébins. C'est ça le pire. Ils ont ça s'oublie. C'est ça le pire. C'est ça le pire, ouais. Bon, moi, j'ai hâte de retrouver la belle histoire, là. La pub, ça dure combien de temps, cette histoire-là? C'est de pire en pire. Hein. Mais s'il vous plaît, aidez-nous. On peut passer votre pub. Regardez, pardon. Je vous montre. Balkany, vous l'avez vu danser? Bah, imaginez que c'est votre pub. Pour un mec qui sort... Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Raté les images de Balkany en train de danser. Le mec est sorti de la prison de la santé pour raison de santé. Il risquerait d'y retourner, hein. Faire attention quand même. Pareil, enfin, non, il va pas y aller. Il va pas y aller, ils vont mettre ça sous le coup d'assénité. Le moment que j'aime dans cette émission, c'est la belle histoire qui l'intronise. Il est avec nous au téléphone. Bonsoir la belle histoire. Bonsoir. Oh là là, t'as eu du boulot aujourd'hui? Trop. Bah oui, j'imagine. Je dois avouer que j'ai beaucoup le trac. Depuis que je fais des chroniques sur France Maghreb 2 et sur Christophe Le Grand Forum depuis une semaine, j'ai beaucoup le trac. Ah oui. Bon, ça c'est bon. Ça entretient, j'ai envie de dire, le tract. Alors, je voudrais juste faire une focale sur une faute, Christophe, que tu as fait à 3 reprises. Ah, peut-être, oui. Le maire de Champigny s'appelle Christian Fautret et non pas Monsieur Fautret. Parce que franchement, si Christian entendait ça, Christian foutrait ma main dans ta gueule. Ah, je te kiffe, la belle histoire. Vas-y, respect, on t'écoute. Eh ben, on va commencer. Alors, la chronique du jour s'appelle les actualités. C'est un jeu de mots. Les municipales, cette année, ont pâle figure. Avec ce virus, les cartes sont rebattues dans une compétition dure. Vous avez reçu monsieur Jean-Marc Nicole, sans doute le père de Maxime, qui... Fly, si tu nous entends. Projet. Donc, le maire du Kremlin-Bicêtre a exposé ses projets en vue des municipales. Dimanche prochain, c'est vous qui déciderez dans le Kremlin Academy. Pour lancer la procédure des votes,
À toi, Nico Saliagas. Bienvenue sur le plateau de la Kremlin Academy pour voter, rien de plus simple. Cela va se jouer à la roulette russe. Pour voter, Jean-Marc Nicole, tapez 1. Pour voter pour Lionel Zinkoroglu, le fils de Mitroglou. Pour voter pour Jean-Luc Laurent, tapez 3. Pour voter pour Vladimir Poutine, tapez rien. C'est lui qui va vous taper. Avec la complicité de Coach Mehdi. Oh oui, excellent. J'ai entendu l'interview hier de Coach Mehdi de Anna Guézard. Coach Mehdi, this is the boss. La France, c'est le pays de la nouvelle vague. Et oui, la nouvelle vague par rapport à la génération Lelouch, etc. Regardez dimanche, des milliers de Parisiens se sont regroupés, créant une séquence incroyable. On aurait pu mettre Corona is the Rhythm of the Night, que ça aurait été beaucoup plus. Nous avons en exclusivité, alors attention, nous avons en exclusivité sur France Maghreb 2 un professeur, et oui, j'ai réussi à le dégoter en exclusivité, c'est le professeur Didier Raoult. Bonjour professeur. Salut, c'est Patrick Sébastien, c'est génial. Attends, c'est génial. Attends, tu vas voir. Attends, Christophe, j'ai fait une chanson pleine de bienveillance, pleine d'amour. C'est une chanson qui s'appelle La chloroquine. Allez, musique. Et on fait tourner la chloroquine, avec mon pote Anthony Queen, et on dit vive la chloroquine. L'expédition punitive à Dijon. Il paraît qu'il y a eu 7 mises en examen et que l'affaire ne s'est pas réglée dans les tribunaux, comme on le fait dans une république. Eh bien, ça s'est réglé à la mosquée. Vous vous rendez compte, ça s'est réglé à la mosquée. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est tout non, hein, c'est vraiment dans une mosquée, vraiment, vrai de vrai. Alors, proposons une médiation en direct sur France Maghreb 2. Et pour faire cette médiation, qui de mieux que le professeur émérite, le professeur Christophe, le professeur Samir Al-Islam est présent. Bienvenue, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2 dans l'émission Par l'Islam. Allez, tout de suite, on va essayer d'aller du côté du standard. Oui, allô? C'est pas grave. Bon, la personne n'a pas pu attendre. Allô? Oui, salam alaikum, cher. Oui, alaikum salam wa rahmatullah. Fadal. Je veux savoir qui a commencé la bagarre à Dijon. Attends, je reprends mon sérieux. Allez, non, qui a commencé la bagarre à Dijon? Mais, subhanallah. Attends, je vais me reprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, moi? Mais non, c'est vrai, chauffe. Attends, aidez-moi. Ah non, t'es un fou, la belle histoire, ma parole, t'es un fou. On va avoir des galères. Non seulement j'ai des ennemis à l'extérieur, maintenant tu vas me faire des amis à l'intérieur. Quoi que j'en ai déjà. Non, chauffe. Mais là, hein, il y a eu 7 mises en examen. Mais je dois dire que ça s'est passé un jeudi. Vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le jeudi. Personne chrétienne et maghrébin a jeûné plutôt que de faire la bagarre. Et s'il y a la bagarre, le jeûne il est annulé. C'est un tir. D'accord, cher. C'est quand la rupture du jeûne? C'est quand Christophe il dira il est l'heure de iftar, rupture du jeûne pour les habitants de Dijon et de sa région. Il faudrait juste terminer cette chronique. Je sais, il est 18h passé. Pardon pour les auditeurs de France Maghreb 2, mais je voudrais rendre hommage à Aretha Franklin. Vous savez pourquoi?
parce qu'elle a anticipé déjà le conflit entre les Tchétchènes et les Maghrébins, soi-disant. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a chanté il y a très très longtemps Tchétchène, Gamal, tu valides? Lourd. Ouais, c'est bon. J'entendais pas très bien, malheureusement, mais c'est bien. Ah, On va le mettre en studio. Va écouter le replay. Non, mais Philippe, fais-nous le réglage avec notre ami, s'il te plaît. Non. Quoi, non? Pourquoi? Parce que justement, je veux dire pourquoi je refuse de le faire. Premièrement, je n'ai pas envie qu'ils prennent ma place. Deuxièmement, oui, je vais rien quand même un petit peu. Deuxièmement, je pense que le fait de ne pas voir son visage te permet de pouvoir imaginer tous les autres. Tu vois, non, mais qualité son, quand même, ça serait mieux. Et c'est Gigi Nabil là qui devait mais non, c'est pas Nabil, le pauvre, il est pour rien, le mesquin. Mais qu'il fasse venir en studio. Non, mais sérieux, ouais. Non, mais sérieux, il faudrait qu'il passe, franchement, bravo la belle histoire. Tu déchires tout. Franchement, je passe le salam à Samir Abstem, évidemment. Voilà, bien entendu. Et puis, à demain, mon cher la belle histoire. Merci beaucoup. Non, pas demain. Non, pas demain. Demain, t'es de repos. Ah, bon, tant pis. J'aurais essayé avec d'animer l'émission à deux. Mais... En tout cas, c'était vraiment génial. Bravo, la belle histoire. Tiens, mais Jed, tu sais ce qu'il fait, mais Jed, il débarque en disant j'ai une émission juste après, les gars. Ah, bah oui, c'est ça. Mais déjà, le bonjour à Mohamed. Ah. Il faut juste dire que par rapport à la belle histoire. Tu pourrais que t'imites Medjed un jour, la belle histoire. Voilà. Et un jour, tu m'imiteras la belle histoire. Inch'Allah. Qui dit c'est des filles. Je voulais juste dire que la belle histoire n'a pas les sujets avant. Non, jamais. Il est non, pas du tout. Bravo à toi en tout cas. Je te salue et à très bientôt. À jeudi. À jeudi, la belle histoire. À jeudi. Franchement, une tuerie. Franchement, est-ce qu'il y a une radio qui peut se vanter d'avoir de tels auditeurs? Non. Voilà. Ça fait comme le professeur Sami là. T'as vu comment il a bien imité la sonnerie qu'on se raccroche? Ouais, excellent. Mais Jared, t'as entendu la belle histoire quand il imite Samir Abstam, l'émission par les stars? On était mort de rire, vraiment, c'est incroyable. Quel talent. Bon, qu'est-ce qui se passe juste après là, Jared? On va gagner un MacBook Air 13 pouces dans quelques instants dans le jeu C'est pas bien, le meilleur jeu radio du monde. Wow. MacBook Air. Attendez. On n'a même pas, nous, à la radio, des MacBooks et vous les offrez aux auditeurs. Franchement, tout va bien dans cette radio. Je t'avouerai que moi non plus, j'aimerais bien en avoir un. Mais bon. Les mecs, ils offrent des robots, machin, ils offrent des téléphones alors qu'on a encore des vieux Samsung. Tu dis pas à Gamal, mais il y a Mohamed qui va venir. Mais j'ai pas compris. Non. C'est fou, ça va être chaud. Ça va être chaud. Tu sais, on a des Motorola à clapper, nous, encore. Ah oui, attends. Exactement. Et l'autre, il offre des iPhone 11. Là, ça y est, on n'en a plus, là. On n'a plus d'iPhone 11, là. Ça y est. Il offre qu'à Mohamed. Ça y est, il y a Mohamed. C'est ça, il y a Mohamed qui arrive. Il y a pas Shahnari ce soir? Il y a Shahnari qui sera là ce soir, oui, tout à fait, à 18h30. Écoutez Shahnari et surtout écoutez Medjed. Je pense qu'il n'y a pas besoin de public, juste Medjed, ça suffit. Merci, c'est sympa. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, 18h05. Record à battre jeudi, je rends l'antenne à 18h10. Ok, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, mais c'est le grand fort, en même temps, on fait ce qu'on veut. Bon, salut à tous les amis, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été au poste, et rendez-vous, non pas demain, c'est une rediffusion d'émission de vendredi, qui fut une très très belle émission sur le boycott BDS, qui a obtenu satisfaction, évidemment, avec les invités qu'on avait eu, beaucoup d'invités la semaine dernière, vendredi dernier, et jeudi, on se retrouve avec un nouveau plateau, on va parler littérature, on parlera politique, et avec Soraya Rachedi, ma chouchoute, et également Rudy Kazi qui sera avec nous, sans oublier le réalisateur en chef Philippe Bouriaki, assisté de Ethan, qu'on remercie évidemment. Bravo. Et je lance sérieusement cet appel. Ethan ne supporte plus son petit ordinateur qui bug réellement. Et on n'a pas les moyens, vraiment, on n'a pas les moyens de pouvoir. Écoute, on va gérer, Philippe, il n'y a pas de souci. Hein. Ethan, t'as vu, tu as un MacBook. Vas-y, tape ça. Cool. Allez, salut à tous. Des infos juste après Medjed et Shahnari sur France Maghreb 2. Restez bien fidèles. À bientôt, les amis. Ciao, ciao. 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 Le Grand Forum avec Christophe Roux.